Salut à vous, chevaliers et moines errants. Vous entrez dans la 36e chambre du cinéphage. Un bazar étrange où on aime se perdre dans les méandres du cinéma asiatique. Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 36e chambre du cinéphage. Cette fois-ci, je signale un gros changement de décor et d'ambiance, voire un grand écart à la Van Damme, puisqu'après le polar japonais noirissime et totalement désespéré Gonin, nous nous rendons à Hong Kong pour aborder un sujet beaucoup plus léger, davantage sujet à une discussion rigolote en mode détente, mais où on espère quand même vous apprendre 2-3 trucs. On verra. Et donc, ce sujet en question n'est rien de moins que Lam Nae Choi, le plus barré des cinéastes hongkongais. Bref, un très très grand nom du bis. Après, je dis Lam Nae Choi, mais son nom, il s'orthographie et se prononce de plein de façons différentes. On va rester sur Nam Nae Choi, mais il est aussi connu sous le nom de Lam Nae Kai ou Simon Nam. Et donc, afin d'entrer dans le vif du sujet, nous allons une fois de plus nous présenter. Cette fois-ci, je suis pas accompagné par Johan, que je salue cependant, qui ne pouvait être disponible. Cependant, nous sommes en compagnie du camarade Paul Gossem, qui connaît son Lam Nae Choi sur le bout des doigts, ainsi que du frangin John, qui, bien qu'amateur de cinéma hongkongais, a découvert les films de Lam Nae Choi à l'occasion de cet épisode, si je ne m'abuse. Ce sera donc très intéressant d'avoir son retour concernant ce, entre guillemets, dépucelage. J'espère qu'il n'y a pas trop de séquelles. Donc, salut à vous. Et bien, bonjour à vous, et puis bonjour à ceux qui nous écoutent. Ravi de parler de ce grand monsieur du cinéma. Eh bien, pareil, bonjour à vous, bonjour à tous les deux, bonjour à ceux qui nous écoutent, bonjour aux autres membres de l'équipe qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Oui, on parlera de ma découverte par Lam Nae Choi. Je dois avouer que je boite un peu. Mais d'abord, on va commencer en présentant le bonhomme. Très compliqué de faire vraiment un panorama exhaustif de la vie et de la carrière avant ces films de Lam Nae Choi, parce que ce monsieur ne donne jamais d'interview, très peu de traces de ce qu'il a pu dire lui, donc on ne sait pas lui ce qu'il a pu dire de sa carrière, il s'est jamais vraiment expliqué, même sa date de naissance pose problème, puisque on le dit souvent né en 53, mais d'après des calculs de fans suite à des dernières déclarations que ce dernier aurait fait sur des réseaux sociaux, en fait il est né en 51, donc même sa date de naissance c'est un peu compliqué, mais on arrive quand même à voir un peu qui est ce monsieur. Alors Lam Nae Choi, c'est un Hongkongais qui est né à Hong Kong et qui a déménagé assez tôt vers la campagne, qui très tôt a rejoint la Shaw Brothers à l'âge de 14-15 ans. Il a été embauché comme on pourrait dire un garçon de plateau, celui qui branche les machines, qui passe le balai à la fin du tournage, et donc depuis ses 14-15 ans, il travaille pour la Shaw Brothers. Et il a fini par rencontrer au cours d'un tournage un photographe japonais qui s'appelle Masazuki Nishimoto, qui lui a appris donc les bases de la photographie et qui l'a promu photographe. Et il est devenu assistant donc de plusieurs directeurs de la photographie avant de passer lui-même directeur de la photographie quand il avait 20-25 ans. Et donc il est passé directeur de la photographie après cette formation, et il a beaucoup travaillé. Il a travaillé en tant que directeur de la photographie sur au moins une trentaine de réalisations. Alors notamment pour des grands réalisateurs comme Shor Yuen par exemple, avec qui il a fait un petit travail sur une anthologie où il avait officié en tant que directeur de la photographie, mais il a surtout travaillé avec Son Chung, qui était un réalisateur assez prolifique de la Shaw à ce moment-là, dans les années 70, et qui a surtout excellé dans le polar et dans le contemporain. Il a fait quelques wuxia, mais pas trop. Il y en a
qui sont pas très connus en France, hein, et son œuvre a pas été. Il y a Avenging Eagle, hein, qui est un petit classique, et d'ailleurs avec un super taf de Lam Nai Choi à la photo. Ouais. Exact, il y a le professeur de Kung Fu, on en a comme ça quelques-uns, mais sinon c'est beaucoup du polar. Et donc oui, le travail de Lam Nai Choi a été vraiment remarqué, hein. Il était considéré comme l'un des meilleurs directeurs de la photo du studio. Voulait pas du tout par contre réaliser de film lui-même, il se sentait pas l'étoffe d'un réalisateur, mais avait sous l'insistance d'un de ses grands amis qui s'appelle Danny Lee, qui est aussi un réalisateur qui a officié aussi pas mal dans le polar. C'est surtout un acteur, Danny Lee, hein. C'est un acteur qui a joué dans une pléthore de films, qui a joué surtout les policiers d'ailleurs, et qui avait une commande à la Shaw Brothers pour faire son premier film qui s'appelait One Way Only, et qui a insisté avec la Shaw aussi d'ailleurs, hein, qui a insisté pour que Lam Nai Choi passe à la réalisation, qui a insisté pour faire avec lui le premier film, donc qu'ils ont co-dirigé ensemble, qui s'appelait One Way Only, qui est un film contemporain où Lam Nai Choi, où il n'y a pas de patte particulière du Lam Nai Choi qu'on connaîtra plus tard, qui se dégage de ce film, hein. Et après ça, il a attaqué donc sa carrière à lui en tant que réalisateur, même si il continuera de temps en temps à officier encore, notamment pour Sun Chung, sur des productions dont qu'il ne réalise pas. D'ailleurs, ce que je trouve très intéressant dans ses débuts, c'est que si on regarde les 2 longs métrages suivants qu'il a fait pour la Shaw Brothers, donc Brothers from Wall City et Men from the Gutter, là on voit un style qui commence clairement à se détacher. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le Lam Nai Choi qu'on connaîtra ensuite, peut-être à l'exception de Air Vengeance en fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout le mec qui fait des films fantastiques totalement bis, hyperactifs. Au contraire, c'est des films qui ne s'inscrivent certes pas dans la nouvelle vague hongkongaise, et étant donné qu'ils sont produits par un gros studio qui est la Shaw Brothers, mais qui par contre, dans leur vision du cinéma, leur méthode de tournage, etc., font clairement penser à ce qui était fait au sein de la nouvelle vague. Par exemple, ce sont 2 polars sous forme de chroniques des quartiers les plus pauvres de Hong Kong, le tout tourné en dehors du studio, vraiment dans les ruelles insalubres, avec un côté un peu tranche de vie qui fait très nouvelle vague en règle générale. C'est très surprenant. Alors le tout premier qui est Brothers from Wall City, c'est une sorte de hood movie, donc comme on dit, parce que voilà, c'est une chronique des quartiers pauvres, et on y suit donc le quotidien sous forme, comme je disais, de chronique de 2 frères, dont un qui accumule les 400 coups. Donc je fais une référence à François Truffaut dans un épisode sur Lam Nai Choi. Ici on se permet tout. Que voilà, on le voit faire plein de conneries, avec beaucoup d'inventivité, hein, ceci dit, dans l'art et la manière de mettre tout un restaurant à sac avec seulement un chien et une corde, ou alors de foutre le feu à un mec aux chiottes. Mais là je vais laisser découvrir ceux qui veulent voir le film, vous aurez la surprise. Et donc ouais, ce côté nouvelle vague hongkongaise, je trouve que ça rapproche d'une certaine façon les débuts de Lam Nai Choi d'un autre cinéaste qui était Alex Chung, le mec qui avait fait Cops and Robbers et comment ça s'appelait, cet excellent film de flic infiltré, Man on the Brink. Ouais, c'est Man on the Brink. Et il y a vraiment quelque chose d'assez comparable dans les premiers Lam Nai Choi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors moi, je pense, alors tu penses que, alors oui, c'est sorti chez La Shaw, donc c'est un film de studio, c'est un film de commande. Il n'écrit pas les scénarios, hein. Que ce soit Brothers from the Wall City ou Men from the Gutter, c'est pas des films dont il écrit le scénario. Mais hormis ça, c'est quand même des films qui s'intègrent pleinement dans ce qu'on peut appeler la nouvelle vague, comme t'as dit. C'est tourné en extérieur, c'est quand même des drames sociaux qui s'appuient sur une certaine vision de la société hongkongaise. Moi, qui me font penser, alors toute proportion gardée, et puis qui sont dans le même moule en fait. Par exemple, même qu'un film comme L'Enfer des armes de Choi Ark, hein, une vision très pessimiste, très nihiliste de la société hongkongaise. Tout a l'air sans issue et sans espoir. Ça va bien sûr trancher fortement avec le reste de sa carrière, mais c'est vrai qu'au départ, il avait
cette ambition, on dirait entre guillemets autorisante, qu'il voulait donner à son cinéma. Alors ça l'empêchait pas de partir vers quelques outrances, notamment surtout dans son deuxième film ou troisième si on compte One Way Only, Men from the Gutter, où on a des scènes qui virent parfois un peu vers le gore, mais c'était des films complètement différents avec une photographie et un montage différent de ce qu'il fera après. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui interroge. C'est vrai qu'on parlait du côté nouvelle vague, et ce côté nouvelle vague, je trouve il vient aussi du fait que ce sont des films qui je trouve scénaristiquement ont un aspect beaucoup plus qui tient beaucoup plus de la chronique que du film à intrigue, même s'il y a une intrigue un peu lâche qui recoupe, qui fait que tout se rejoint, mais il y a vraiment ce côté chronique, tranche de vie. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment ce qu'il arrive à faire sur Men from the Gutter, qui est, je dirais en toute objectivité, je pense que c'est son meilleur film. C'est pas forcément mon préféré parce que je suis déviant et donc on verra ensuite. Mais Men from the Gutter, je trouve que c'est vraiment une vraie réussite où il arrive à mêler ce côté chronique de quartier, mais à un polar d'action ultra nerveux et spectaculaire, en plus qui est vraiment très chargé en morceaux de bravoure. Le tout avec un rythme qui file pied au plancher pendant à peine plus d'une heure 20. Et qui culmine dans un climax qui dure une vingtaine de minutes et qui n'a rien à envier aux meilleurs poliziotesco des années 70. En fait, c'est une grosse scène de fusillade qui se déroule sur les docks avec des structures en échafaudage, et il y a vraiment un travail sur la gestion de l'espace, sur la scénographie qui est, je trouve, ultra carré, lisible, mais en plus vraiment avec du style, quoi, quelque chose de très vivant, un découpage très kinétique. Et je trouve que sur ce film, il fait vraiment montre d'un talent assez surprenant. En plus, voilà, il te filme des cascades de malade parce que la scène est vraiment spectaculaire. J'aurais même tendance à penser que c'est peut-être ce qu'on a vu de mieux comme gunfight hongkongais en fait avant l'ère John Woo, même si c'est très différent. Et Men from the Gutter, donc il y a ça, il y a aussi voilà le côté tranche de vie avec une vision très pessimiste de Hong Kong. Et comme le disait Paul aussi, c'est un film dans lequel par moment ça dérape un peu et on sent venir le Lam Nation qu'on connaîtra plus tard. Je pense par exemple à une scène que je trouve assez énorme, qui est une séquence en fait de squash entre un des personnages principaux qui est un tueur à gages qui est joué par je crois que c'est Jason Papiao. Ouais. Et là il y a un personnage qui intervient, donc qui est joué par Lee Ho-san, donc cet artiste martial chauve qu'on a vu dans tout plein de films des années 70, début des années 80. Et là, les deux mecs commencent à jouer au squash. Puis ils commencent à se pousser un peu à coups d'épaule. Voilà, tu sens que bon, ils vont finir par se battre, donc ils commencent par se pousser un peu à coups d'épaule. Puis ensuite, ils se mettent des coups de raquette comme ça, tout en faisant croire qu'ils jouent, mais ils placent un petit coup de raquette à l'autre. Puis ensuite, ça commence vraiment à en venir aux mains avec des grosses patates. Puis ensuite, ça part sur des espèces de patates et de coups de pied ultra spectaculaires qui font valdinguer les personnages en les faisant voltiger dans le décor sur 10 mètres. Et ça se termine, ils s'envoient des patates qui trouent les murs. Et puis, avec un finishing de Mortal Kombat à la fin quasiment. Et là, tu fais, ah ouais, ça escalade vite. Je veux dire, on dirait presque une parodie, cette scène. Mais mis à part ce moment, voilà, un peu foutraque et très jouissif, cependant, le film est quand même un film relativement sérieux et très réussi, quoi. Un petit classique du polar HK, le Men from the Gutter. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un très bon film. Alors il faut savoir que lui, son film préféré de toute sa carrière, c'est son premier, c'est Brother from the Walled City. Moi j'aurais tendance à préférer Men from the Gutter, je suis un peu de ton avis aussi, parce que j'aime bien quand ça bouge un peu plus. Après on doit aussi tout ce travail de cascade qui est quand même ce film va quand même influencer pas mal de gens. Moi je pense que des films comme On the Run, comme Triad Bureau, des choses comme ça doivent beaucoup à Men from the Gutter, mais moi je dirais même les deux, même Brother from the Walled City aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui va influencer des réalisateurs comme Ringo Lam avec ce début de carrière. Mais ne serait-ce que Long Arm of the Law qui sort un an plus tard, je le trouve vachement influencé par Men from the Gutter et Brother from Walled City. Ouais, j'allais justement le citer, t'as tout à fait raison. Après bon, toute cette maestria de cascade, de pyrotechnie et tout ça, bon déjà il y avait du beau monde dessus, la coordination des cascades et de l'action, puisque c'était quand même Yuen Boon et Yuen Wah qui ont orchestré tout ce chahut final. Mais on sent un truc très maîtrisé, t'as raison.
qui va trancher avec ce qu'il va faire après. Ouais, Her Vengeance peut-être sera un peu plus dans ce moule, avec les outrances de la catégorie 3, bien entendu, on va en parler, je pense. Puis on peut retrouver un peu un style un peu plus sérieux comme ça, avec aussi pareil des outrances qui vont faire dériver le film dans un film comme Killers Nocturne par exemple. Je pense que c'était des très bons films, et je pense, parce que voilà, je le lis souvent, donc je pense que Lam Naik Choi n'est pas un mauvais réalisateur. Il va falloir expliquer pourquoi ces choix sont faits. Alors moi, j'ai 2-3 hypothèses que je développerai. Alors ce que je voulais ajouter aussi, c'était que ces 2 premiers films, ils sont quand même annonciateurs de quelque chose qui va habiter quand même l'ensemble de sa carrière. C'est ce pessimisme face à l'avenir de Hong Kong et cette au départ impossibilité d'en fuir. On voit dans Brothers from the Wall City une société complètement inégalitaire, complètement injuste, vouée à la décadence. Et alors on voit dans Men from the Gutter des gens qui tous essayent de fuir Hong Kong et tous n'y arrivent pas. Cette fuite de Hong Kong, et on verra cette peur de l'année 1997 et de la rétrocession, va habiter quasiment toute sa carrière. Et je pense que si on devait rapprocher ces 2 films de l'ensemble de sa carrière, ce serait surtout par ça, ce pessimisme et cette envie de fuir cette ville dont il craint l'avenir. J'avais pas vu les films dont vous parlez, mais quand vous avez parlé justement de films pessimistes avec une vision pessimiste sur Hong Kong, j'ai immédiatement pensé à ça, parce que même dans les 4 films que j'ai vus qui sont plus légers, ça revient vraiment, cette peur de 97, cette sensation d'enfermement, cette vision très très négative de la ville. Exactement, ouais. Ça habite tout son. Si je pense que s'il y a un fil rouge à la carrière de ce bonhomme, c'est celui-là. C'est la peur de la rétrocession. Mais ensuite on trouve des trucs récurrents des fois dans certains films. Je pense par exemple qu'il y a quelques films dans son œuvre qui questionnent la notion de vengeance, et souvent avec un côté très amer, quoi. Je veux dire vraiment, je pense à Her Vengeance, mais aussi les 2 premiers, donc les polars dont on parlait, puis aussi le film de gambling Killers Nocturne. Enfin, et d'ailleurs dans Her Vengeance, je trouve qu'il y a un propos qui est assez intéressant. On en parlera un tout petit peu plus tard quand on abordera le film. Mais oui, il y a des choses récurrentes chez lui. On voit qu'il y a quand même des sujets qui l'intéressent et qui le travaillent. Et après, en ce qui concerne la mise en scène, je trouve que oui, sur ses premiers films, je suis d'accord avec toi, Paul. Sur ses premiers films, il démontre vraiment un talent de metteur en scène. Par exemple, dans sa façon de filmer les décors, donc ces quartiers insalubres. Je trouve qu'il les filme tels qu'on les avait quasiment jamais vus auparavant, et vraiment sur ce côté, voilà, les quartiers labyrinthiques qui sont des espèces d'embranchements de ruelles de partout. Et donc Lam Naik Choi, il filme en faisant, je trouve, un travail très intéressant sur les perspectives qui sont toujours renforcées par de très courtes focales, donc des grands angles. Et à cela, il ajoute une utilisation que je trouve souvent très intéressante de panoramiques circulaires qui suivent souvent le déplacement rapide d'un personnage, et ça crée une sorte de transformation, modification constante de ces perspectives complexes, et ça renforce, je trouve, considérablement l'aspect tentaculaire, labyrinthique, donc des quartiers qui sont filmés, quoi. Le mec, il a clairement des idées de mise en scène que je trouve vachement intéressantes, Lam Naik Choi. Après, on verra que dans sa carrière, en termes de mise en scène, ça s'affaisse progressivement, je trouve, mais voilà, on y reviendra. Alors, ouais, pour ajouter sur ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'on doit beaucoup ça à sa formation avec Sun Chung, parce que c'était quand même quelqu'un qui était à la Shaw Brothers réputé pour son sens de la mise en scène, du montage. Ça avait quand même été lui le premier réalisateur hongkongais à utiliser la Steadicam, et je pense que ça a été assez formateur pour lui. Alors c'est vrai qu'après, au fur et à mesure, il s'est un peu libéré du maître, on va dire, pour le meilleur comme pour le pire, on pourra en discuter. Mais je pense que sa formation de directeur de la photographie auprès de Song Chung joue beaucoup sur la mise en scène de ses premières réalisations. Mais de toute façon, ça c'est vrai que ce que tu dis, ça paraît très juste, surtout quand on a vu pas mal de films de Song Chung. Ouais, on retrouve vraiment une sorte de recherche d'ultra dynamisme en fait que je trouve très plaisante chez Lam Naik Choi et chez Song Chung aussi. Et donc ensuite Lam Naik Choi,
il a fait comment dire, une rencontre qui a changé sa vie, on dira. C'est qu'il a rencontré Wong Jing. Je me permets de te couper, je suis désolé. Alors je sais pas si on peut vraiment dire qu'il le rencontre à ce moment-là, puisque Wong Jin est au scénario de One Way Only. Hein. Ah oui, t'as bien raison de me reprendre du coup. Ouais. Donc il a pris une place prépondérante à la suite, mais c'est quelqu'un qui devait être dans son orbite déjà depuis le tout début. Hein. Disons qu'ils ont bossé ensemble, sur le film qu'il a fait donc en 86, qui est The Ghost Snatchers, qui est donc écrit par Wong Jing, interprété par Wong Jing aussi. Mais je sais pas si à l'époque Wong Jing produisait déjà des films, je crois pas. Alors, j'aurais dû vérifier. Je sais qu'ils vont monter une boîte ensemble qui s'appelle Dalu Film, mais il me semble que c'est après, c'est en 88 qu'ils montent leur boîte de prod qui aura une courte vie. Hein. Donc c'est une production Golden Harvest. Hein. Bien que ce sera de toute façon leur Dalu Film Production, la boîte donc de Lam Nae Choi et de Wong Jin sera financée par la Golden Harvest. En fait, ce sera une espèce de boîte de sous-traitance du studio qui abritera toutes les productions à venir. Oui, et donc ce film, c'est vraiment un changement radical dans la filmographie de Lam Nae Choi, étant donné que c'est vraiment le premier film fantastique ultra bis, je veux dire, qui représente le Lam Nae Choi tel qu'on le connaît. Donc c'est une comédie horrifique fantastique qui se déroule dans un immeuble qui est hanté par des soldats japonais morts durant la Deuxième Guerre mondiale. Et moi personnellement, c'est un film que j'ai découvert récemment pour l'épisode, et ça a été une très agréable surprise. J'ai vraiment trouvé ça très amusant dans le sens où je trouve que ça annonce beaucoup en fait les comédies horrifiques de Jeff Lowe, que Jeff Lowe donc réalisera fin des années 80, début des années 90, des trucs comme les Mortuary Blues, Haunted Cop Shop, Opération Pink Squad 2, tout ça. Voilà, c'est des films qui s'autorisent, on va dire qu'ils s'autorisent tout. Dans lesquels tu vas avoir l'humour le plus gras possible, en fait, qui en l'espace d'une seconde va succéder à des passages de violence hyper gore avec des arrachages de cœur, des explosions de tête empruntées à Scanners par exemple. En fait, c'est complètement foufou avec des ruptures de ton dans tous les sens. Beaucoup d'idées, beaucoup de générosité. De toute façon, ça c'est une marque de fabrique de Lam Nae Choi. Et en plus, le film, je trouve qu'il commence sur les chapeaux de roue, étant donné que ça débute par une intro qui est une espèce de relecture de la séquence où l'héroïne est attaquée par des bras qui sortent des murs dans le Jour des Morts Vivants de Romero. Mais là, c'est en version over the top, puissance 100, à un tel point que ça n'a d'équivalent que dans certains animés d'exploitation, des OAV bien déviants. Enfin, ça va assez loin. Après, comme je disais, là, je citais le film de Romero, mais le film, il pioche des idées un peu partout. Donc, par exemple, ça reprend du Ghostbuster, du Poltergeist, du Scanners aussi, comme je disais, pour une explosion de tête finale. Voilà, et le tout, donc, entrecoupé, comme je disais, d'humour très gras avec des vannes sur le sida, sur le viol. Bon, enfin, c'est un film hongkongais, quoi. Avec des passages aussi complètement autres, t'as une sorte d'esprit du jeu, de dieu du jeu, qui est une espèce de peluche dégueulasse avec des lunettes de soleil lors d'une scène burlesque, enfin qui est aussi étrange qu'amusante. Je dirais, voilà, donc c'est clairement le prototype du Lam Nae Choi tel qu'on l'appréciera ensuite, et ça a été une très chouette surprise parce que comme toujours, il y a ce sens du rythme, ce sens du divertissement, enfin voilà, c'est le bordel, il y a plein d'idées, mais pour peu qu'on soit réceptif à son côté un gamin de 8 ans hyper actif qui balance tout ce qu'il a en tête, même si c'est des trucs complètement foutraques, c'est forcément séduisant. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup ce film. En plus, alors c'est aussi un film qui est important, alors parce que déjà c'est le début du boulot avec Wong Jin, mais c'est aussi à ce moment-là qu'il va commencer à travailler avec le décorateur Oliver Wong, qui va travailler avec lui sur la quasi, peut-être pas la totalité, mais je voudrais pas me risquer à dire la totalité, mais un bon nombre de ses réalisations. Comme tu as dit, c'est un film qui annonce toute la folie à venir. Alors ouais, on a des télés avec des bras et des jambes, on a des scènes pas possibles. C'est une agglomération plutôt de différentes influences qui sont mixées pour faire quelque chose de complètement bis. Alors pourquoi ce revirement? Moi, je pense que c'est aussi dû au peu de succès des films précédents, qui ont fait à peine 3 millions de dollars hongkongais au box-office.
Et je pense qu'il a voulu se mettre à l'abri et que Wong Jin lui a bien insisté en disant non mais il faut faire autre chose, fais quelque chose qui marche plus, fais quelque chose qui attire les foules, fais quelque chose de plus divertissant, t'es trop sombre et c'est comme ça que tu vas avoir le succès. Et je pense que le revirement est un peu comme ça, hein. Le cinéma de Lam Nae Choi, pour moi, qui est un espèce de manifeste d'amour du cinéma, hein. C'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui est généreux comme t'as dit, mais je pense qu'il y a aussi une visée commerciale. Je pense qu'après ces 2 premiers films où il avait mis, je pense, tous ses talents de réalisateur sérieux à contribution et qui n'avait pas eu l'effet escompté selon lui, je pense, il s'est dit je vais tenter autre chose et puis il s'est pris au jeu, il s'est pris au goût. Alors ouais, ça annonce The Ghost Snatcher, ça annonce tout. On commence à avoir des squelettes qui font du kung-fu, on a tout ça. Ce revirement, je l'explique comme ça. Je sais pas si c'est la vraie raison, parce qu'il s'est jamais expliqué sur ses choix de carrière. Mais je pense que ce revirement vient un peu de cette envie de trouver un succès populaire. Je le pense aussi, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé l'entendre aborder ce sujet. Parce que c'est vrai que sur le gros revirement dans le fantastique, donc à base de monstres, d'effets spéciaux, tout ça, on sent qu'il a un véritable goût pour ça, dans le sens où par exemple on peut retrouver des références avec des grands noms comme Ray Harryhausen dans sa filmographie. Ça commence avec la scène des squelettes dans Ghost Snatchers et aussi les choix qu'il fait de ses les associés qu'il choisit. Par exemple, les spécialistes d'effets spéciaux japonais issus du tokusatsu qu'il a allé débaucher ensuite dès son film suivant, hein, d'ailleurs, des choses comme ça. On voit que le type, il connaît quand même un peu son sujet, il cherche quand même les bonnes personnes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, je pense qu'il aimait ça, hein. Mais alors pourquoi ce revirement comme ça? Et puis surtout, bon, après, on aura des films un peu plus sages que The Ghost Snatcher, hein, comme t'as dit, Killers Nocturne, ou un peu plus sérieux. Quoique un peu plus sérieux, il faudrait revenir dessus, comme Earth Vengeance. Mais on n'aura plus de films comme Brother from the Wall City ou Men from the Gut, et on sera dans autre chose. Je pense qu'il s'est pris au jeu. Et que finalement il s'est fait spécialité de ça. Après c'est clairement bis. Je veux dire, on peut ces trucs complètement bis, ces trucs où les effets spéciaux sont pas convaincants, mais on s'en fiche. Ça se rapproche de ce que t'as dit, hein. C'est pour ça qu'il va chercher les gens du tokusatsu juste après. C'est que c'est un peu des gens qui fonctionnent sur la même chose. Le réalisme des effets spéciaux dans le tokusatsu, c'est pas ce qui est important. Hein, on demande aux spectateurs d'accepter, de céder, hein, sa suspension d'incrédulité, hein, comme on dit, pour regarder un film, et il fonctionne exactement dans cet esprit-là. Mais je veux dire, il y a des gens comme des grands, hein, comme Choi Hark, comme Shin Soo-tung, qui fonctionnent aussi comme ça. Alors ils maîtrisent pas la mise en scène de la même façon. Choi Hark a des sous-textes bien plus profonds dans ses films, mais on retrouve aussi ce côté-là chez d'autres très grands réalisateurs hongkongais, hein. Oui, mais d'ailleurs, en plus, chez Lam Nae Choi, je trouve que vraiment la qualité des FX de ces films varie énormément d'un film à l'autre, et ça vient vraiment du choix, en fait, du spécialiste qu'il a embauché ou pas. Genre, par exemple, on en reparlera tout à l'heure, mais un film comme Peacock King, je trouve que c'est plutôt très convaincant pour un film HK de l'époque en termes de FX, alors que quelques mois plus tard il fait Erotic Ghost Story qui est une catastrophe, et c'est pas les mêmes personnes qui ont travaillé dessus, quoi. Mais du coup là on va en venir à un film à FX, puisqu'il s'agit d'un des films les plus réputés du bonhomme, qui est The Seventh Curse, connu chez nous aussi sous le titre de la 7e malédiction. Étant donné que Jonathan n'a pas eu trop l'occasion de participer depuis le début, je te demanderai, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta découverte de la 7e malédiction, même s'il me semble que je te l'avais montré il y a quelques années, celui-ci, genre il y a une dizaine d'années, mais t'étais crevé, tu t'étais endormi devant, et voilà. Alors oui, effectivement, Seventh Curse, je l'avais découvert il y a une dizaine d'années, je m'étais endormi devant, je devais être vraiment très très fatigué, parce que pour s'endormir devant ce Seventh Curse, faut quand même le faire, parce que ça a quand même un rythme particulier, hein, mais voilà, il y a suffisamment de scènes qui t'accrochent. Alors, The Seventh Curse, c'est marrant. On parlait qu'il avait commencé avec la Shaw Brothers, et quand j'ai vu The Seventh Curse, ça m'a beaucoup fait penser à une espèce d'ovni que j'avais vu l'an dernier, que je m'avais fait découvrir, qui était The Boxer's Omen de Kwei Shi Hing. Hein, donc dans ce mélange
Oui, The Boxer's Omen, c'est vachement bien, mais tu sais, dans cette espèce de mélange foutraque de tous les genres, avec un gros focus sur la magie sud-est asiatique, Oui. il y a un regard bien porté sur notamment tout le cinéma horrifique du sud-est, hein, genre Queen of the Black Magic et autres. De suite, j'ai pensé à ça. Alors, The Seven Curse, c'est quand même un énorme bazar scénaristique, hein, c'est plein de trucs qui s'entremêlent. On a Chow Yun-fat qui fait de la figuration quasiment tout le temps. Bon, meilleur après, Deus Ex Machina. Ah ouais, magnifique Deus Ex Machina. Après, quand on voit le matériel dont c'est tiré, hein, matériel d'ailleurs auquel notre cher Nam Nai Choi reviendra avec The Cat, hein, puisque les deux sont tirés de cette série là, The Wisely Series de Nick Wang. Hein, donc le scénariste qui est plutôt connu en Occident pour avoir scénarisé le premier One-Armed Swordsman en 1967. Kang, voilà, c'est un sacré nom de la pop culture cantonaise. C'est vraiment un pilier, quoi, puisque il a écrit cette série de serials donc dans les années 50. Et ensuite, j'ai l'impression qu'il a écrit des centaines et des centaines de scripts pour la Shaw Brothers. Et on lui doit quasiment pas tous les plus grands classiques, mais une bonne partie, hein. C'est-à-dire la plupart des grands Shang-Chi, des grands Liu Xiaoliang, comme la 36e chambre de Shaolin ou Boxer from Shantung, tout ça, c'est lui. Donc c'est vraiment un grand monsieur, Nick Wang. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais en plus, peut-être que je t'ai coupé l'herbe sous le pied et que t'allais le dire cependant. Donc, un peu, mais c'est pas grave. Donc désolé. Nick Wang, non, y a pas de souci. Nick Wang, c'est par exemple la Wisely Series, c'est 156 romans, hein, dont lui il en a écrit 145. Alors là, The Seven Curse, c'est deux séries qu'il mêle, hein, qui sont mêlées. Alors puisque Nick Wang, il écrit le scénario de The Seven Curse, il apparaît même dans The Seven Curse, puisque c'est le petit bonhomme justement qui discute avec les deux personnages principaux et qui lui demande de raconter une histoire. Donc ce personnage est vraiment joué par Nick Wang en fait. Et donc là, il mêle deux séries qui sont donc la série des Wisely et la série du Dr. Yuen, donc le personnage principal. Donc voilà, ça part déjà sur quand on regarde un peu tout ce qu'il y a autour de la série Wisely et Dr. Yuen, c'est un énorme bazar, hein. C'est de la magie noire, des extraterrestres, c'est complètement dingue et délirant. Et c'est The Seven Curse, c'est complètement dingue et délirant. Ceci dit, il y a des moyens. Par exemple, le film a été tourné en partie hors de Hong Kong. On sait que dans les années 80, c'est quand même pas évident pour eux de tourner à l'étranger. En tout cas, ça part il y a tous les genres qui s'entremêlent. Ce qui me tue, que j'adore en fait quand je regarde, c'est on retrouve cette espèce d'inconséquence parfois du cinéma hongkongais qui a aucun tabou et qui se permet tout. Enfin, je veux dire, The Seven Curse, c'est quand même le film qui se termine avec le génocide complet de deux tribus, hein, c'est ouais. il y a aucun tabou, il le bon goût, il y a pas de bon goût, enfin on y va à fond. Il pousse les manettes à fond dans le spectacle, donc c'est à la fois film d'aventure, film d'horreur, comédie, avec des scènes d'action qui sont marquantes, pas obligatoirement extrêmement bien faites, mais en tout cas marquantes. Mais il y en a une qui est extrêmement bien faite, je trouve, hein, d'ailleurs. C'est la séquence de combat en rappel, là, sur la statue de Bouddha, qui est vraiment un bon petit morceau. Oui, effectivement. Et puis avec plein d'idées sérialesques complètement dingues. Mais justement, cette idée quand ils montent sur le Bouddha et d'un coup ils voient tous les moines qui les entourent, ils ont tous des poses un peu particulières. Voilà. Mais il met tout, même de l'érotisme, de l'érotisme gentil, hein, avec ce personnage féminin qui jaillit des os avec le t-shirt qui colle totalement sur elle. Enfin, tout est là pour appâter le chaland. C'est le pur serial dans toute sa splendeur. T'as l'impression, des fois j'avais l'impression de voir presque une parodie d'une BD genre Bob Moran en fait. Tu vois, avec l'explorateur qui va affronter la tribu de méchants sorciers pour libérer la jolie donzelle en danger. Tout y est quoi. C'est oui, mais en plus avec des trucs genre des sacrifices très sales, hein, genre la séquence avec le truc qui broie les gamins et tout, ils s'autorisent tout. Enfin, je veux dire, c'est oui. Alors pareil, ça c'est extraordinaire cette scène du broyage de gamins. C'est que quand même, et c'est ça tu retrouves
Hong Kong presque de la catégorie 3, où les gars en fait ils en ont rien à faire. C'est non, on va d'abord délivrer la demoiselle et puis si jamais on a le temps on verra les gamins. Bon, au final les gamins sont tous broyés. Espèce de bébé volant, c'est incroyable. Cette espèce de bébé volant vampire bon, qui affronte une espèce de xénomorphe. Voilà, tu affrontes une espèce de... En plus voilà, il y a plein d'éléments, tu te dis ça va pas ensemble, et d'ailleurs ça va pas ensemble, mais ça donne une certaine saveur au film en fait. Et oui, je pense que c'est quand même au départ, ça se veut quand même peut-être plus confortable. On voit que les gars ils ont quand même du budget pour les scènes d'action et autres. C'est pas notamment totalement honteux non plus. Enfin, c'est une bonne porte d'entrée. D'ailleurs, à ce titre, oui, je t'écoute, vas-y. Ouais, non, je disais d'ailleurs à ce titre sur la facture technique du film. Oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que les décors, que ce soit les décors en studio ou les décors naturels, sont plutôt bien choisis et bien mis en valeur. Et d'ailleurs, à ce titre, je pense qu'on peut comparer avec un film qui est aussi un Indiana Jones-like hongkongais sorti la même année, qui était donc le Magic Crystal de Wong Jing. Et je trouve qu'il y a une différence qualitative assez frappante quand même entre les deux films, notamment en ce qui concerne les scènes en extérieur. Je trouve que les scènes en extérieur sont bien éclairées de ça dans le film de Lam Nai Chol, alors que chez Wong Jing, tu sens vraiment que c'est tourné à l'arrache et que limite ils avaient pas de matériel pour gérer les lumières en extérieur, qu'ils ont un peu tourné à la sauvage et ça rend pas aussi bien. Et je trouve que du coup ça témoigne du passé de chez Fopp de Lam Nai Chol, clairement cette faculté à pouvoir quand même réussir à obtenir des images pas trop dégueulasses, voire même assez chiadées dans des tournages en extérieur avec une équipe assez réduite. Ensuite, dans certains films suivants comme The Cat et tout ça, ce sera pas toujours le cas, ceci dit. Voilà, mais justement, ta comparaison avec The Magic Crystal, je vais aller la faire. Parce que oui, effectivement, ils se ressemblent. Alors déjà, quand même, les Gloomouts qu'on voit dans Seven Scars, ils sont quand même s'ils sont particuliers, ils ont quand même plus de gueule que les trucs informes de The Magic Crystal, on va pas se mentir. Où là, c'est vraiment le bas du panier. L'espèce de caillou chantant de The Magic Crystal, je m'en suis toujours pas remis. Mais effectivement, les scènes qui avaient été tournées à Athènes, enfin ils auraient tourné à Melun, c'était pareil, hein. C'était une catastrophe en termes de photos. Et là, non, effectivement, il y a quelque chose, hein. Mais ça reste quand même ultra foutraque et de toute façon le plaisir qu'on prend devant le film, c'est que c'est totalement foutraque et frappadingue. Enfin, on a rarement vu quelque chose comme ça. Et tu vois, pour comparer pareil un autre film d'aventure-like, tu le compares à un truc comme Indiana Jones-like, tu le compares à Dr. Why, je prends 10 fois plus de plaisir à regarder The Seven Scars que Dr. Why. Ben pareil, disons que Dr. Why, il y a quelques moments bien barrés, hein, genre la scène avec le rat géant ou les sumo volants, mais ça absolument pas le sens du rythme et la générosité à mon avis de Seven Scars. Mais sinon, ce que tu disais sur les monstres, alors en fait aussi ce film il est intéressant dans le sens où c'est le premier film sur lequel Lam Nai Chol va collaborer avec des experts en effets spéciaux venus du Japon et donc du tokusatsu, du kaiju, tout ça. C'est-à-dire que par exemple sur The Seven Curse, il fait appel à un certain Keizo Murase qui a entre autres bossé sur la première série de Kamen Rider, sur aussi la série Ultraman Ace et qui bossera aussi plus tard sur des Godzilla, genre le versus King Ghidorah de 91 ou le versus Mothra de 92. Voilà, c'est le premier film de Lam Nai Chol où on voit vraiment pas de son intérêt pour la pop culture japonaise, puisqu'ensuite il fera des adaptations de manga, ça deviendra les services de noms assez prestigieux. Donc du coup, à propos de The Seven Curse, Paul, qu'aurais-tu à dire sur le film vous avez déjà dit pas mal de trucs, ça va être compliqué de rajouter vraiment beaucoup d'infos. Je vais en dire quelques-unes quand même, des choses que je pense qui sont importantes à dire. Je reviens juste 2 secondes avant de parler de Seven Curse sur Erotic Ghost Story, que tu as cité, qui est un film mineur, hein, qui est pas qui est pas un bon film, même s'il y a quelques moments plutôt sympas et marrants. Mais c'est quand même un film qui sort sur la vague de Histoire de fantôme chinois, Chinese Ghost Story, mais que je trouve visuellement intéressant par l'ambition d'essayer de retrouver cette ambiance studio de la Shaw Brothers qu'on retrouve dans le film.
Je trouve que le travail visuel et surtout en extérieur est pas trop mal et essaie de se rapprocher des grands classiques de la show et je trouvais ça pas mal. Et puis c'est quand même un film alors qui va lancer un genre que moi j'aime pas trop, c'est pas ma tasse de thé, mais qui fera son petit effet. Bah je pense que s'il y avait pas eu Erotic Ghost Story, il y aurait pas eu des Sex and Zen par exemple. Ou Chinese Torture Chamber Story qui est un chef-d'œuvre absolu. Par exemple, voilà. Donc voilà, putain, oui. je voulais juste rajouter ça sur Erotic Ghost Story. Il mérite pas non plus plus de propos. On va juste dire, non, c'était juste une petite parenthèse, mais juste comme ça pour rigoler sur Erotic Ghost Story, on va juste dire que au début du film, et c'est bien dommage que tout le film ne soit pas de cet acabit, parce que au début t'as une scène de nécrophilie qui est une des plus hilarantes que j'ai vues toute ma vie. Et dit comme ça paraît bizarre, mais en fait c'est un gros gag. Enfin, j'en dis pas plus, mais la scène est absolument sidérante. Mais après le reste du film est beaucoup plus timide en termes de délire comme ça. C'est clair, ça va pas assez loin. Alors ouais, sur The Seven Curse, alors c'est un catégorie 3 hein, officiellement. Il est moi non plus, j'aurais pas pensé, mais il est officiellement dans la banque de données hongkongaise, il est classé comme un catégorie 3. C'est un film qui sera un de ses plus gros succès hein, parce qu'il a fait presque 10 millions de dollars HK au box-office. Il dépassera jamais les 10-11 millions, hein. Il fera jamais de gros succès à 30, 40, 50 millions. Donc il arrivera jamais à faire son grand film populaire, hein, Lam Night Choi. Mais celui-là est un de ceux qui sont plus vendus. Et je suis pas loin, moi, alors ça change tout le temps, mais je suis pas loin de... Peut-être bien que c'est mon préféré, moi, du bonhomme, hein. Et qu'est-ce que vous avez pas dit que j'avais envie de dire? Ouais, alors, j'ai pas vu, mais il existe 3 versions différentes de la fin. Ouais. Il y a 3 cuts différents, avec une histoire différente à la fin, et des longueurs différentes, qui sont trouvables qu'à Hong Kong. Moi, j'en ai toujours vu qu'une seule. Mais, il existerait donc plusieurs cuts de ce film-là. J'aimerais bien un jour mettre la main dessus. Alors, il semblerait, ce que j'avais lu, hein, puisque je fais quand même mes recherches, que notamment un des cuts, c'est qu'ils auraient enlevé les 2 scènes autour de la piscine, avec donc Dr Yen qui dragouille des demoiselles en leur demandant de visiter son appartement. Ce serait surtout, il semblerait que une des coupes principales d'un des cuts, c'est vraiment ces 2 scènes qui auraient sauté. D'accord, ok, bah tu vois, tu m'apprends un truc. Ça aurait pas été plus mal qu'elle saute d'ailleurs. C'est clair. Sinon ouais, qu'est-ce que je voulais rajouter? Ouais, Keizo Morase, comme tu l'as dit, grand bonhomme des effets spéciaux japonais et du tokusatsu. Alors pourquoi est-ce qu'il fait appel à lui et pourquoi, dans quelles conditions? Bah il avait déjà bossé hein, pour la show, hein. Et là, c'est lui qui règle les effets spéciaux sur le Colosse de Hong Kong par exemple. Oui, c'est vrai. Donc comment il l'a rencontré? Est-ce c'était déjà une connaissance? Est-ce qu'il l'a rencontré lorsque lui-même il était à la show? Pourquoi à ce moment-là il vient là? Bon bah les questions demeureront, mais c'est quelqu'un qui gravitait autour de l'orbite hongkongaise déjà. Ouais, concernant ces effets spéciaux justement, alors on peut les trouver. Moi j'adore, hein, je suis client, j'adore ça. Comme j'ai dit, hein, c'est des trucs qu'on peut retrouver, hein, des effets spéciaux comme ça à Hong Kong, ça manque pas. Hein, même des chefs-d'œuvre comme Green Snake, quand on regarde le serpent. Voilà, c'est les aimer. Moi j'adore ça et je pense de la qualité même des SFX. Il suffit de regarder un film qui est sorti la même année et je pense avec la même ambition de faire dans le bis. C'est les aventures de Jack Burton. Hein. Regardez les effets spéciaux dans Jack Burton, je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'ils sont vachement mieux que ceux de Seven Curse, mais je pense que c'est aussi comme Carpenter, je pense qu'il y a une volonté affichée de s'en ficher et même d'y insister. D'autres réalisateurs feront pareil même un peu plus tard. Hein. Sam Raimi avec son 3e Evil Dead, il fait exprès d'avoir des SFX qui font vieillot. C'est un peu un manifeste de ce qu'on aime dans le cinéma, je pense, chez ces auteurs, et je pense qu'il est très attaché à ça. Quand on voit l'ensemble des films qu'il va faire après, je pense qu'il est très attaché à ça, Lam Night Choi. Niveau de la photographie, pareil, hein, je suis comme vous, je trouve que le film est quand même vachement abouti, vachement bien. Après, ouais, le scénario, c'est tout ce qu'on aime, hein, c'est du grand n'importe quoi, et c'est ça qu'on vient chercher chez le monsieur, hein, aujourd'hui. Non, mais clairement, je pense que ce serait intéressant de comparer justement un peu, parce que c'est vraiment très très fun, The Seven Curse. Là, pour le coup, c'est du fun du début à la fin. Ce serait intéressant de comparer avec les autres adaptations. Alors, The Legend of Wisely, je connais de nom, mais je me suis jamais penché là-dessus, hein, pour tout ce qui est la saga de Nick Wang. Après, je sais qu'ils ont fait une série télé singapourienne dans les années 80, et une série télé HK en 2003. Je pense que là, ça doit vraiment, vraiment piquer les yeux. Et puis,
j'ai pas vu le film, mais je sais qu'il a pas une réputation très très brillante. The Wesley Mysterious Files d'Andrew Lowe, je pense qu'on est très très loin du fun du film de Lam Nai Choi. Ah, je sais pas. Non, c'est clair. Je l'ai pas vu moi personnellement, donc je sais pas. Par contre, Jonathan, c'est vrai, tu parles de Nick Wang, hein, qui c'est basé donc sur, comme t'as dit, sur les aventures du Dr. Yuen. Peut-être là, tu me fais penser, là, tout d'un coup, je viens de tilter. Nick Wang, il avait, il me semble, scénarisé le Colosse de Hong Kong, hein, où travaillait Keizo Morase. Est-ce que c'est pas lui le lien? C'est possible. Ah oui, probablement. Alors là, peut-être. Voilà. De toute façon, avec Lam Nai Choi, c'est que des peut-être. Hein. On saura jamais le truc. Moi, j'ai même essayé de lui parler sur Twitter. Il m'a dit non, je veux pas parler de mes films, donc ok. Donc voilà, et il ne veut pas s'expliquer sur ce qu'il a fait. Ça restera des conjectures. Mais sinon, dans les adaptations de ce personnage de Wesley, justement, j'avais vu le film avec Sam Lee qui avait été réalisé, je crois, la même année ou 1 ou 2 ans plus tard. Ah, j'ai oublié le titre, mais c'est assez amusant de le comparer avec The Seven Curse, étant donné que, j'allais dire, c'est un peu tout le contraire. Dans le sens où The Seven Curse fait pas tant de chic que ça, mais là tu sens que c'est une production assez luxueuse, avec voilà un beau cinémascope, des décors voilà très travaillés, avec à la fin des effets spéciaux lors de toute une partie SF avec des vaisseaux, tout ça qui sont très très soignés. Franchement, c'est ce qui peut se rapprocher le plus de ce qu'on pouvait voir à Hollywood dans un film HK de l'époque. Mais par contre, je trouve qu'en termes de rythme, de folie et tout, ça reste quand même vachement timide comparé à The Seven Curse. Mais c'est pas inintéressant. Je trouve ça bien plus réussi que la version Andrew Lowe, par exemple. Donc c'est The Legend of Wisely dont tu parles. C'est ça, The Legend of Wisely, exactement. Oui. Qui date de 87, donc ça doit être 1 an après, puisqu'il est de 86, si je ne me trompe pas. Ensuite, Lam Nai Choi est revenu à du polar avec Killers Nocturne, que j'ai tendance à considérer, enfin personnellement, comme un film assez mineur. Donc c'est un film de gangster, mais aussi un peu trop de gambling. J'y reviendrai. Donc c'est une histoire de vengeance. Donc comme je disais, ce qui revient assez souvent chez Lam Nai Choi, avec comme interprète principal Shin Soo-ho, donc qui était un des héros de Mister Vampire, entre autres, hein, bien sûr. Et alors le film, je trouve que pour lui, il a quand même quelques qualités, hein, genre une reconstitution des années 30 qui est plutôt soignée, avec d'amples mouvements de caméra qui mettent bien en valeur les décors, tout ça. Tu sens voilà quand même le travail de chef opérateur aussi de Lam Nai Choi. Mais par contre, si le film me paraît quand même un peu plus faiblard que d'autres trucs qu'il a pu faire, c'est en termes de rythme, c'est-à-dire que en dehors de 2 séquences et de l'apparition de Bolo Yeung, ce qui fait toujours plaisir, et aussi d'un climax complètement enragé. J'y reviendrai, mais en dehors de quelques séquences, le film, je trouve qu'il est vachement plombé par des séquences de gambling qui sont parmi les plus platement mises en scène, hein, que j'ai pu voir. Il y a aucune tension, c'est très très mou, il y a pas vraiment de construction dramatique. En fait, tu sens qu'il a aucune idée de comment filmer ces séquences-là, et elles durent des fois très longtemps. Donc ça tire le film vers le bas. Mais par contre, ouais, j'aurais quand même tendance à dire qu'il faut le voir pour quelques séquences complètement folles, dont un combat de boxe contre un kangourou. C'est une séquence complètement dingue, surtout qu'en plus, mis à part quelques plans, le kangourou c'est pas une peluche, hein, c'est un vrai kangourou que Shin Soo-ho affronte. D'ailleurs, ça sera vérifié, mais il me semble que la séquence a été chorégraphiée par un boxeur français, je crois. Mais faudra revoir ça, je pense, dans le générique, parce que je suis pas sûr de ce que je dis. Et puis t'as aussi donc là les 10 dernières minutes du film où c'est un climax là qui est vraiment ultra enragé, avec voilà des torches humaines, en veux-tu en voilà, et en plus on sent qu'ils ont pas plus que la dose nécessaire de gel inifugé sur eux. Enfin, je veux dire, voilà, toujours les risques extrêmes du cinéma HK. Donc t'as des mecs qui traversent des murs en se balançant des grosses patates, enfin des fatalities, ils utilisent des sabres et tout. Enfin voilà, c'est un gros morceau de générosité et des dernières minutes. Mais malheureusement, hormis ça et la séquence du kangourou, le film aurait tendance à se traîner un peu. Voilà, c'est un film pour les complétistes de Lam Nai Choi, j'aurais tendance à dire. Toi, Paul, tu l'as vu, Killers Nocturne? Ouais, je l'ai vu, bien sûr. Pareil, c'est pas un de mes préférés. Alors ouais, je pense que, après, moi, je pense que si on connaît pas les règles du mahjong, ce qui est mon cas, on comprend pas trop bien ce qui se passe quand il joue. Ouais, c'est pas un film très intéressant, hormis quelques scènes, hein, comme t'as dit. Alors c'est marrant. C'est ce qui est marrant avec Lam Nai Choi, là, à ce moment-là, c'est que je pense qu'au départ, il part sur un film un peu sérieux, quoi,
quelque chose qui se tient, et puis à un moment donné, on sait pas pourquoi. Ah bah tiens, amène-moi un kangourou, il va se battre avec. Tiens, c'est ça, tu sais pas pourquoi ça arrive là. Moi, c'est ce que j'aime dans le film, c'est que voilà, tout d'un coup, il retrouve sa folie. Et ouais, bon, le film vaut. Alors, c'est marrant le coup du kangourou, hein, mais tu m'apprends ça, le boxeur français, je ne sais pas qui c'est, ça m'intéresse, je ne sais pas. Après, ouais, il vaut surtout par son climax, hein, qui est complètement fou. Il est chorégraphié par Chris Lee, hein. Chris Lee, c'est aussi c'est le chorégraphe des Police Story, c'est le chorégraphe du Sens du devoir 5, il me semble, du The Wicked City d'Alan Mack et Troy Ark, ou de Peter Mack, pardon. Ouais, il me semble qu'il avait bossé sur Full Contact aussi. Full Contact, exact. Ringo Lam. Il a bossé sur le Full Contact de Ringo. Enfin voilà, donc c'est le dernier fight là, il vaut son pesant de cacahuètes, hein, à lui tout seul. Après le film en lui-même, oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas un film, c'est un film avec des longueurs. Non, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Je reviens quand même aussi, Chris Lee, Burning Paradise aussi. Hein. Ah oui. Donc ouais, gros morceau ça. Il y a quand même du très lourd sur le film, et ça se voit quand il y a de l'action. Et puis après le reste, oui, moi je pense que quand je l'ai vu, je me suis dit je dois être hermétique aux règles du mahjong, parce que je ne comprends pas quand il faut réagir ou pas quand il joue, parce qu'il nous montre les dés là, enfin ces espèces de dominos qu'ils ont là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et puis tout d'un coup, t'as bien compris qu'il se passait quelque chose, mais comme toi tu sais pas ce qui se passe, tu comprends rien. Donc ça nous laisse un peu. Ouais, et en plus je trouve qu'il filme ça un peu de façon neutre, c'est-à-dire que par exemple, pourtant c'est un cinéaste que je trouve généralement moins doué que Lam Nai Choi, mais je trouve par exemple que Wong Jing, quand il fait les God of Gamblers, même si on comprend pas les règles, il arrive quand même à te dramatiser ça, à rendre le truc un minimum prenant et épique, mais juste par des choix de mise en scène, tout ça, alors que là, tu sens que Lam Nai Choi, il sait vraiment pas quoi en faire, et c'est très plat. Bon, après voilà, chacun sa spécialité. Bon. Ouais, il devait pas être inspiré par le truc. Jonathan, t'aurais un truc à dire, mais il me semble que t'as pas vu le film, donc. Non, j'ai pas vu le film. Si ce n'est que effectivement une scène de combat avec un kangourou, ça titille quand même ma curiosité. Et puis après, il faut dire que Wong Jing, il a eu le temps de s'entraîner à filmer des parties de cartes vu le nombre de gamblers qu'il nous a sortis. C'est sûr. Et donc ensuite, Lam Nai Choi a enchaîné donc sur un film de vengeance, encore donc voilà, un film contemporain qui se nomme Her Vengeance et qui est un rape and revenge. Donc c'est un film qui pourrait paraître presque normal comparé à The Seven Curse ou à The Ghost Snatchers et aux films qui vont suivre. Donc comme je disais, c'est un rape and revenge dans lequel l'héroïne est interprétée par Pauline Wong, qui s'adjoint aussi les services de son oncle, un expert en arts martiaux paralysé des jambes, qui est interprété par Lam Xingying. D'ailleurs, Lam Xingying qui lors d'une scène, un petit moment Lam Nai Choi un peu barré, nous fait une magnifique démonstration de kung-fu en fauteuil roulant sur un toit d'immeuble. Faut pas avoir le vertige quand on regarde cette séquence, mais c'est vachement impressionnant. Mais voilà, t'as quelques moments un peu barrés comme ça, ou comme aussi une scène au début quand t'as Pauline Wong qui va voir le médecin après avoir été violée, que le médecin lui dit qu'elle a une maladie vénérienne, et il commence à décrire de façon hyper crade ce que la maladie fait sur les organes génitaux féminins, et ça se termine en crise d'hystérie. Enfin voilà, t'as des moments où ça pousse le bouchon un peu loin, mais dans l'ensemble, c'est un film qui se tient vraiment. J'ai tendance à penser. Alors ensuite, ce que je voulais dire, c'est un rape and revenge, je trouve, qui est très efficace, qui bénéficie d'une bonne interprétation de la part de Pauline Wong, qui est vraiment habité par son rôle. Lam Xingying est très bon aussi. Et puis à côté de ça, on a un vrai beau cast de sale gueule du côté des méchants, dont Shin Fyon, avec sa sale tronche qui fait on est toujours content de le voir. Et là aussi, je trouve que c'est un film dans lequel Lam Nai Choi prouve qu'il peut avoir des idées de mise en scène très intéressantes. Je pense par exemple à la scène au début, juste avant qu'elle se fasse agresser. En fait, t'as une série de plans larges où elle marche, et on aperçoit juste les ombres portées en fait des assaillants ils sont hors champ, on voit juste leurs ombres dans le cadre qui passent à côté d'elle, qui s'approchent, et ensuite il y a juste une série de gros plans sur le visage de Pauline Wong, en plus filmé avec des focales assez longues qui font que le fond est totalement flou, donc on est juste focalisé sur son visage. Et là, à ce moment-là, c'est des petites idées toutes simples, mais qui renforcent la tension, la menace, puisque finalement, on sait que le mal est présent, mais on ne peut le voir alors qu'il peut surgir à n'importe quel moment. Enfin, il y a quand même des idées intéressantes dans la mise en scène de ce film. Et ensuite aussi, il vaut clairement le coup d'œil pour sa fin,
qui propose une sorte de double effet que je trouve assez percutant. Je vais détailler là vite fait. C'est-à-dire que ça se termine par un climax qui est ultra cathartique où ces ordures de violeurs, ils se font tous défoncer dans une baraque qui est bourrée de pièges de façon maman j'ai raté l'avion mais en mode hardcore. Donc il y a vraiment des mises à mort bien méchantes et fandardes. Voilà, de la cascade, tout plein de verres brisés parce que oui, on est à Hong Kong, c'est une spécialité. On a aussi une baston entre Lam Xing en chaise roulante et Billy Shaw qui est vachement sympa. Donc voilà, comme je disais, c'est vraiment un moment où la catharsis elle fonctionne à fond. Donc on partage l'ivresse de vengeance du personnage principal, puis soudainement arrive la conclusion du film et je trouve que ça fonctionne vraiment bien puisque voilà, comme je dis, d'un seul coup la catharsis elle a se place à quelque chose qui est une sorte de sentiment de tristesse absolue avec donc le personnage de l'héroïne joué par Pauline Wong qui se retrouve seule. On se rend compte que sa soif de vengeance lui a tout fait perdre, y compris et surtout les êtres qui lui étaient chers, il lui reste plus rien. Et le film se termine vraiment sur cette espèce de sentiment de perte, de vide existentiel qui prend plutôt aux tripes juste après alors une séquence qui jouait vraiment sur une sorte d'ivresse de vengeance et je trouve ça vraiment percutant comme fin. Après voilà, c'est un film qui par moments tend vers le gros bis parce que bon c'est la Night Show il déborde toujours un peu mais dans l'ensemble je trouve que c'est un bon film, je le trouve plutôt très recommandable, Earth Vengeance. Ouais, Earth Vengeance c'est un bon film. Il a des dérapages bis, même il arrive plus à se contenir comme dans Killers Nocturne. Alors t'as dit, je vais pas reciter, mais la séquence de Lam Xing sur le toit avec son siège roulant et puis le climax complètement over the top. Qui est superbe. Pareil, on retrouve son obsession pour le sida. Alors ça, c'est lui et Wong Jin et le sida, c'est toute une histoire parce que j'ai remarqué que la plupart du temps dans leurs films, il y a des histoires de sida. On était dans les années 80, c'était peut-être ça, mais ce qui est intéressant, c'est que justement souvent chez Wong Jin d'ailleurs aussi. Il est pas sur le film Wong Jin là, mais comme c'est son collaborateur, ça me fait toujours penser à ça. Le viol est pas traité comme quelque chose de marrant ou de voilà quoi, c'est pas si grave. Qui est souvent le cas à l'époque dans les films hongkongais. Là, franchement la scène de viol, c'est irrésistible avant l'heure. Non, irréversible, pareil. Désolé. Irréversible. Ouais. Elle est vraiment dure quoi cette scène. Elle est vraiment dure, elle montre vraiment l'horreur du viol. Alors est-ce que c'était pour mériter une catégorie 3 ou est-ce que c'était pour montrer vraiment l'horreur du viol? Je ne sais pas, mais en tout cas moi ça m'a fait cet effet. J'ai trouvé la scène super dur. Et après j'ai remarqué un truc, alors je sais pas moi s'il y a d'autres versions ou quoi, mais j'ai remarqué que pendant la scène du viol et à chaque fois quasiment à part dans le climax de fin qu'elle rencontre ses agresseurs, la bobine change et on a une image beaucoup plus sale avec un étalonnage qui va jouer sur des couleurs. La scène du viol elle est toute violette par exemple. À un moment donné elle rencontre un autre, c'est tout jaune. À un moment donné elle rencontre un autre, c'est tout vert. Il y a ce parti un peu bizarre qui est pas vraiment expliqué. Alors est-ce que c'est qu'il avait cette bobine là qui était sale et qu'il a fait ce qu'il pouvait avec, ou est-ce que c'était vraiment une volonté parce que c'est vraiment à ces moments-là quoi, c'est précis, c'est le viol et quand elle se tape avec ces mecs-là ou quand elle se venge. Je sais pas exactement le pourquoi du comment, mais c'est quand même assez marquant dans le film. Après c'est un film qui est intéressant, qui est plus sérieux, qui se tient un peu plus au niveau du sérieux que le reste. Après, oui, c'est un bon film. Moi, c'est quand même pas un de ceux que je préfère. Non, peut-être pas, mais c'est un bon film qui a vraiment ses bons moments. Et ce que tu disais sur les choix de couleurs là associés donc à la scène de viol, je trouve qu'il y a quelque chose vraiment aussi d'assez percutant. C'est donc juste après la séquence de viol où justement t'avais l'impression d'avoir des teintes différentes sur l'écran. Et là arrive le moment où elle se retrouve seule donc après avoir subi cette horreur. Et là t'as l'image qui devient de plus en plus rouge progressivement jusqu'à devenir une espèce de monochrome au rouge champ et de passer à autre chose. Et j'ai l'impression que c'est un peu le payoff des expérimentations chromatiques qu'ils faisaient précédemment quoi. De toute façon, il y a une idée derrière clairement quoi. Il y a un jeu sur les couleurs qui est certain. Ouais. Alors pas toujours amené d'une façon assez lisible pour comprendre toujours les intentions, mais je pense qu'il y en a une derrière, ça c'est sûr. Petite mention bis là, alors je sais plus parce que je l'ai pas revu pour l'occasion. Je sais plus si c'est sa mère ou sa sœur qui tombe de la fenêtre là. La scène vaut son pesant d'or aussi là. Ah oui, il y a un beau mannequin en mousse il me semble. Ouais. Si je me trompe pas. Exact.
Oui, qui tombe dans une grosse herbe de sang, un truc comme ça. Enfin, oui, mais souvent chez Lam Night Shyamalan, quand il y a une chute, ça s'accompagne de 10 litres de sang qui jaillissent au moment de l'impact. J'ai trouvé ça parce que c'est comique quoi de voir ça et pour le film et pour ce qu'on était en train de nous montrer, c'est-à-dire la mort de, alors je crois que c'est sa sœur, hein, la mort de sa sœur, qui est donc une tragédie dans le film. Bon, on a un truc complètement loufoque, tu sais, c'est aussi ça que j'aime chez lui, tu vois, il n'a pas de limite. Ça m'avait aussi fait cette impression dans Brothers from the Walled City, qui pourtant est un film qui est dans lequel il y a assez peu de débordements bis, mais au début t'as la scène de la mort du père des deux héros. Et ensuite de la mort du tueur du père des héros qui pareil part dans une espèce d'ultra violence cartoonesque, en plus avec des choix musicaux qui sont un peu à côté de la plaque, et tu dis tiens, ça dérape là. Mais bon, le film dérape quand même beaucoup moins que les autres. Et donc ceci dit, ensuite Lam Night Shyamalan va revenir donc à sa spécialité qui est le cinéma fantastique bien barré à effets spéciaux, avec un film qui est cependant quand même je trouve plus tenu et moins frappadingue que les Seven Curse, etc. Et qui est aussi, je pense, c'est à vérifier parce qu'on c'est difficile d'avoir des informations sur ces films, mais j'aurais tendance à penser que c'est le plus gros budget de sa carrière. Donc le film en question, c'est la Legend of the Phoenix, aussi connu sous le titre de The Peacock King, donc une adaptation d'un célèbre manga japonais. Jonathan, tu pourrais partager ton impression sur The Peacock King, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc ouais, effectivement, à la base, c'est tiré, comme tu l'as dit, d'un manga de Makoto Gino, alors qui était paru à l'époque jusqu'à très récemment en fait. Si on compte les différentes séries Peacock King, en fait, c'est de 85 à 2016 qu'on a une parution des mangas de Peacock King. Alors, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'il y a eu une série d'OAV. Donc j'ai commencé à les regarder justement un peu pour comparer avec le film de Lam Night Shyamalan. Donc, il y a eu 2 séries d'OAV. Une par donc ça là c'était sous le nom, on les trouve plus facilement sous le nom Kajuko O, donc le nom original. Donc une par Katsuhito Akiyama et Ishiro Itano, et la deuxième série, c'est intéressant, c'est donc elle s'appelle Shin Kojako, et c'est par Takuji Endo et surtout par le grand maître Rintaro. C'est intéressant, je trouve, de voir ce que un grand maître comme Rintaro a pu faire de la série en comparant avec le travail de Lam Night Shyamalan. Là c'est intéressant. Alors encore une fois, il y a toujours cet aspect foutraque qu'on aime chez Lam Night Shyamalan, mais oui, je pense qu'on est là sur son plus gros budget, puisque là effectivement c'est là qu'il est allé tourner dans le Ladakh, donc le Tibet indien, pour toutes les scènes de fin. Et il y a évidemment ces effets spéciaux. Alors évidemment, quand on les regarde aujourd'hui, on pourra toujours dire il y a ceci, il y a cela, mais comme l'a dit Paul tout à l'heure pour The Seven Curse, si on compare avec ce qui se faisait même parmi les très grands cinéastes hongkongais, voire même parmi les films américains de l'époque, c'est pas si différent. Mais c'est surtout, il y a des designs. Évidemment, il y a les designs sont donc assurés en partie par Keita Amemiya, si je me trompe pas. Il y a ce monstre, ce monstre presque gigerien, on dit, qui semble tout droit sorti des toiles de H.R. Giger, donc le créateur d'Alien, en tout cas pour l'esthétique. On voit là ce monstre longiforme avec un visage de femme coupé. Enfin, il est saisissant. Il est vraiment, il est effrayant, il est marquant. Il y a plusieurs idées graphiques comme ça dans ce film qui sont complètement dingues. Cette espèce de forteresse qui surgit à la fin, qui est pareil, qui est totalement incroyable. Ou des décors même très giga, des détails. T'as des détails comme je les ai regardés à la suite. Est-ce que je confonds pas avec The Seven Curse? Mais non, je pense que c'est dans celui-là qu'à un moment ils vont vers une espèce de tombe, et on voit en fait les statues qui commencent à gémir. Mais c'est juste en un plan, on voit les visages des statues qui gémissent. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Après, c'est ultra généreux, même parfois ça confine à l'inutile. C'est juste pour mettre des choses. Ces espèces de petits monstres. Oui, des péripéties inutiles, faut que ça bouge, quoi. Faut que ça bouge, des petits monstres dans Tokyo, dont un est donné à manger à un chien par Yuen Biao. Bon, ils servent à rien, mais c'est ça. Scénaristiquement, ça sert à rien, mais quand t'es là, tu dis c'est trop fort. Enfin, c'est au plus pareil, ils ont un design qui est complètement dingue. Et à côté de ça, pareil, le film, il y a certaines scènes de combat qui sont pas mal du tout. Bon, en plus, il y a Yuen Biao, donc ça assure
ça assure le spectacle. En plus, c'est un personnage plutôt sympathique. Le film, il déroule ses péripéties, voilà, Hong Kong, Japon, Inde. Enfin, c'est le film, il file. Il y a plein de trucs totalement sérialesques encore, mais sérialesques qui tournent vraiment vers le film d'horreur et avec des images horrifiques qui fonctionnent et qui fonctionnent pas. Là, pour le coup, ça fonctionne pas au second degré. Il y a plein de trucs qui sont presque nanars dans le film, mais t'as des images qui fonctionnent vraiment. Où tu sens que ouais, il y a quand même quelque chose esthétiquement qui vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Après, bon, si on compare au manga original, les fans du manga, donc ils ont peut-être dû tirer un peu la tronche puisque le personnage du manga, il est quand même ultra secondaire. C'est Yuen Biao, hein. Yuen Biao n'apparaît pas dans le manga original. Hein, c'est un personnage qui a été créé pour les besoins du film. Donc là, je pense que les fans du manga, ils ont dû tirer un peu la tronche. Mais ça, mis à part, c'est très très fun. C'est aussi le début de sa collaboration avec la toute mimi Gloria Yip. Donc c'est elle qui fait la Vierge des Enfers en fait. Et qu'on va retrouver par la suite dans The Cat et dans Rikyo. Et d'ailleurs, c'est aussi le début de sa collaboration avec aussi avec Shinji Higuchi, hein, qui assistait, qui était à Memiya sur ce film, et qui ensuite, pareil, on retrouvera Shinji Higuchi sur The Cat quelques années plus tard, mais je pense avec des moyens qui ne sont pas les mêmes par contre. Ce que tu disais, je suis totalement d'accord avec toi, notamment sur la dimension horrifique, car le film, voilà, je trouve que il y a énormément de séquences que je trouvais extrêmement plaisantes, divertissantes, tout ça, mais si je devais retenir vraiment une scène du film, c'est la scène de transformation de Pauline Wong en monstre, donc cette créature que tu décrivais, et qui pour moi là c'est vraiment du coup un grand moment qui était à Memiya, parce que on sait pas vraiment à ce qu'il a fait sur ce film et tout, mais là on reconnaît tellement sa patte, c'est tellement semblable à des choses qu'on a pu voir dans les Eram, tout ça et tout, que pour moi il y a pas de doute, c'est sa scène, hein, enfin. Et puis en ce qui concerne les FX, je trouve qu'il y a vraiment des choses très intéressantes dans ce film, notamment pas mal de jeux d'échelle et d'optique à la fin, donc face aux géants, où je trouve qu'il y a des trucages qui sont vraiment sympas. Et d'ailleurs, à ce titre, j'aurais tendance à penser que la revue HK, que j'apprécie énormément, hein, je leur dois une grande partie de ma passion du ciné HK, on va dire ils m'ont formé, hein, d'une certaine façon, mais je les trouve un peu de mauvaise foi quand par exemple ils parlaient de ce film dans un article sur Lam Naishoi, où ils disaient oui que pour représenter le géant, ils avaient juste filmé un mec en contre-plongée avec un grand angle. Ce qui est factuellement faux, étant donné qu'il y a énormément de trucage et beaucoup d'inventivité dans la façon de filmer cette scène, je trouve. Mais de toute façon, l'article de HK Vidéo, alors c'est un article que je trouve très plaisant, qui m'a vraiment donné envie de découvrir ces films et tout ça, mais je trouve qu'il charge un peu la mule en ce qui concerne la nullité de ce réalisateur, et je trouve que des fois il y a formule des choses qui sont un peu poussées, genre par exemple ils disent que Lam Naishoi c'est le Ed Wood chinois. Déjà pour plein de raisons qu'on a développées auparavant, je trouve que quand même que techniquement c'est un réalisateur qui est quand même beaucoup plus compétent que l'était Ed Wood, qui a aussi un sens quand même du rythme, tout ça que n'a pas Ed Wood. Moi perso, si je devais faire une comparaison avec un autre réalisateur, je dirais que Lam Naishoi, ça serait plus le Luigi Cozzi en fait chinois. C'est-à-dire Luigi Cozzi, ce réalisateur de Bis Rital des années 70-80, donc qui a fait Star Crash, qui a fait les Hercules avec Lou Ferrigno. Pareil, des films faits avec vraiment un gros sens de l'artisanat, qui par moments peut paraître un peu grossier, mais cette générosité, cette imagination, voilà, de gamin hyperactif qui veut proposer toutes les idées les plus folles, et aussi avec un vrai goût pour l'artisanat, les trucages, tout ça, et aussi une véritable compétence dans d'autres domaines, puisque Luigi Cozzi, tout comme Lam Naishoi, c'est un type qui a aussi œuvré dans le polar. Il avait fait par exemple un chouette giallo en 1975 qui se nomme The Killer Must Kill Again. Là oui, je suis d'accord. Moi pendant longtemps j'ai vu Lam Naishoi sous cet angle de HK, du magazine HK, qui le qualifiait donc de Ed Wood chinois. Là, en voyant ces films, non, c'est pas Ed Wood. En fait, quand on regarde les critiques anglo-saxonnes, hein, qu'on voit un peu ce que les anglo-saxons, notamment les Anglais et les Américains, peuvent dire sur Lam Naishoi, ils sont beaucoup plus mesurés. Eux, ils ont peut-être une vision plus partiale, en fait, plus impartiale, du réalisateur, c'est-à-dire un réalisateur foutraque avec des idées totalement dingues, mais dans lesquelles on retrouve aussi certaines choses réellement intéressantes d'un point de vue esthétique ou autre. Paul, si tu as quelque chose à ajouter. Ouais, je rebondis, mais alors je l'ai pas lu pour l'occasion, cet article
C'était pas celui-là, c'était pas celui où il y a Jackie Chan en couverture, là, c'est celui-là? Non, c'est celui où il y a Full Contact en couverture, donc qui a été le tout dernier numéro de la revue. Mais je m'en souviens l'avoir lu. Ouais, moi je serais pas aussi sympathique que vous. Je trouve qu'ils ont. Alors peut-être qu'à l'époque ils n'avaient pas eu accès non plus à tout ce qu'il avait fait. Ou je trouve qu'il est. Franchement, je trouve que ouais, je me rappelle qu'il disait, c'est le réalisateur le plus nul de Hong Kong ou des trucs comme ça. Ouais, j'avoue que non, moi j'avais pas trouvé ça. J'ai trouvé qu'il en fait il n'avait rien compris à son cinéma. J'adore HK Magazine, hein, y a pas de souci. Mais je l'ai pas relu pour l'occasion justement parce que je me rappelais que j'étais en désaccord total avec tout ce qui était dit dans cet article. Alors concernant la légende du Phénix en lui-même, c'est aussi une tentative un peu d'avoir son succès, hein, son gros succès populaire. Donc il redescend un peu d'un cran pour sortir de la catégorie 3 déjà. C'est un film qui est quand même. Alors il y a quelques scènes un peu goresques, hein, mais il y a pas d'érotisme ou de trucs un peu graveleux. Il y a moins de gore, hein, donc c'est un film qui se veut plus commercial, qui aligne quand même un casting assez impressionnant. On a Yuen Biao, on a Gordon Liu, on a Ediko, et ouais, donc pareil, hein, moi c'est un film que j'adore, ne serait-ce que parce que à la direction artistique et aux effets spéciaux, on a Keita Amemiya et Shinji Gushi, et tu es pas sans savoir mon adoration pour ces gens-là, Aurélien. On reconnaît sa patte, c'est sûr, et donc ça c'est très plaisant. Alors il y a aussi la présence en assistant réalisateur pour les scènes japonaises de Takashi Miike, qui faisait ses débuts et qui est assistant réalisateur de Lam Night Choy sur les parties tournées au Japon. Et je pense que ça a peut-être une incidence, hein, sur ce qu'il fera par la suite, hein, Miike, hein. Moi je pense que des films comme Ichi the Killer ou Happiness of the Katakuri, des choses comme ça, ou même Audition, hein, doivent quand même peut-être pas mal à Lam Night Choy, hein. J'oserais le dire. C'est vraiment un beau grand écart quand même pour Takashi Miike que d'avoir été l'assistant réalisateur de Lam Night Choy et de Shohei Imamura. Ouais. Tu m'étonnes qu'ensuite ces films soient totalement barrés et foutraques. Et d'ailleurs, par rapport à ces scènes, il y a eu une espèce de polémique. Alors, j'ai pas réussi à tirer le vrai du faux, ce qui est faux, ce qui est vrai, sur les producteurs de ce film, parce que ce film a été interdit de sortie et sorti 2 ans après sa sortie à Hong Kong, à Taïwan, parce que Taïwan les accusait la Golden Harvest de cacher la coproduction avec la Toho. Donc selon Taïwan, c'est un film Golden Harvest Toho. La Golden Harvest a fait des pieds et des mains, a dit que non, c'est un film 100% Hong Kong et tout ça, mais ils n'ont pas voulu les croire. Et il a été importé 2 ans après, avec les quotas et tout ça à Taïwan. Là, il a été importé à Taïwan en tant que film japonais, hein. Donc on saura jamais le vrai du faux. Après, c'est un film qui est vraiment aussi intéressant parce que il me semble, hein, le film où c'est la première fois que Philippe Kwok se charge des chorégraphies. Hein, il va travailler après sur les autres films, hein, Philippe Kwok, qui va devenir quasiment inséparable, alors peut-être pas sur tous, mais presque, hein, il va devenir quasiment inséparable de Lam Night Choy. Bon, il y a aussi Stephen Tong, hein, il y a aussi Wei Tong, hein, sur les Corées. Bon, alors on va pas le présenter, Wei Tong, c'est une légende, enfin tout ce qu'il a fait c'est quand même c'est un très 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 grand chorégraphe d'action. Et pourtant, s'il y a un défaut dans le film, je trouve que quand on a Yuen Biao et Gordon Liu qui se tapent dessus et qu'on n'arrive pas à faire une scène d'arts martiaux convenable, ça pose quand même souci. Ah, tu trouves? Ah ouais, moi je le trouve complètement en dessous, pas imaginatif, pas impactant. Non, il me laisse de marbre. Vraiment, je trouve que c'est très feignant au niveau de ce combat. Alors peut-être que tu pourras me prouver le contraire, hein, mais après, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'en termes de chorégraphie, c'est clairement pas le combat le plus inventif qu'on ait vu. Quand tu regardes, c'est en dessous. Ouais, quand tu regardes Dick Wei et Chin Suo dans The Seven Curse, c'est quand même pas le même rendu dans l'action, quoi. Je veux dire, là c'est plat, font pas grand chose, ouais. Voilà. Après, je trouve qu'en termes de découpage, de montage, il y a une certaine efficacité qui rend le truc assez péchu, même si on les a vus effectuer des chorégraphies plus spectaculaires que celle-ci, mais bon. Après, je trouve que ça descend pas le film non plus, à mon avis. Non, alors j'ai pas dit que ça descendait le film, c'est un film que j'aime beaucoup, hein. Alors c'est un de ceux que je vais hésiter à mettre dans mes préférés avec The Seven Curse, hein. Mais voilà, moi si j'avais un petit bémol à mettre sur celui-là, ce serait ça. Et puis voilà, sinon je vais pas dire beaucoup plus, hein. C'est que c'est un film un peu
plus entre guillemets grand public qui fait le boulot. C'est un grand film d'aventure, c'est un film visuellement pour moi qui est époustouflant. Alors faut être amateur de stop motion, faut être amateur de trucs à la Ray Harryhausen, d'effets spéciaux pratiques, mais moi je le trouve magnifique. Je trouve vraiment que ce film est d'une beauté sans conteste. Et ça marchera pas plus que ça, il fera pas, il arrivera pas aux 11 millions à battre les 10 millions. Donc ça sera, je sais pas combien a coûté le film, mais comme tu as dit, il a dû coûter cher, mais pourtant non, ça sera un tout petit succès. Alors il a eu un beau succès, alors parce que aussi c'est adapté d'un manga, il a eu un beau succès au Japon, comme The Seven Curse d'ailleurs, hein. The Seven Curse, on a oublié de le dire, mais c'est un des premiers films de science-fiction entre guillemets hongkongais à être programmé dans les festivals japonais. The Peacock King avec la Légende du Phénix, ce sera la même chose. Alors on va juste signaler que c'est vrai que le film avait des velléités entre guillemets commerciales évidentes, étant donné qu'il s'inscrit à fin des années 80, début des années 90. C'est vraiment une période où le cinéma hongkongais lorgne énormément du côté de la pop culture japonaise. C'est-à-dire c'est l'époque où on avait pas mal d'adaptations pirates, par exemple de Crying Freeman ou de Nicky Larson, voire même de jeux vidéo comme Future Cops, donc Street Fighter. Il y avait même des films qui n'étaient pas des adaptations d'animé ou de manga, mais qui piochaient énormément dans des trucs comme Savior of the Soul, par exemple, qui piochaient autant dans du Final Fantasy que dans du City Hunter, tout ça. Donc c'est vrai qu'à l'époque, à Hong Kong, il y avait cette tendance-là. Donc le film s'est inscrit dedans. Malheureusement, il n'a pas aussi bien marché que prévu, mais il a quand même donné lieu à une suite qui réunit donc la même équipe technique avec par contre dans le casting ils ont engagé une légende du cinéma japonais, étant donné qu'il y a un grand prêtre qui est joué par rien de moins que Shintaro Katsu. Et d'ailleurs, on peut penser à la même époque à Tetsuya Nakadai qui apparaissait dans The Wicked City, donc produit par Tsuyark, et qui d'ailleurs là aussi a témoigné de l'intérêt pour la pop culture japonaise du côté de Hong Kong. Après, personnellement, je trouve que c'est un film sur lequel on va peut-être passer assez rapidement dessus, la suite, donc qui se nomme Saga of the Phoenix, puisque on y trouve certes quelques qualités du premier, mais en portions beaucoup plus congrues. Et là, le film, il vise encore plus un public jeune, dans le sens où ça devient quasiment un film pour enfants. Bon, il y a eu un ou deux passages horrifiques surprenants dans ce type de production, mais là, ça devient vraiment, comme je dis, un truc à destination des bambins, et dont, j'allais dire, plus de la moitié du film est constitué de scènes, de séquences comiques un peu gênantes entre un petit monstre censé être mignon et un sidekick comique irritant, où les deux passent leur temps à se chamailler. Et personnellement, j'ai trouvé ça assez pénible, je dois avouer. Alors ouais, je suis comme toi, c'est un film que j'apprécie pas des masses. Alors j'aime bien parce que pareil, Keita Memiya et aux effets spéciaux, qu'il y a des trucs sympas parfois au niveau visuel. Sinon l'histoire a pas grand chose à raconter. Oui, c'est ça, je pense qu'après le semi-échec commercial de la Légende du Phénix, je pense vraiment qu'il comptait sur celui-là pour rentrer dans le grand box-office hongkongais. Il n'y a pas réussi. Je pense que là il s'est dit je vais faire un truc encore plus familial, et puis là il va essayer de se tourner vers ce qui marchait à l'époque aux États-Unis, hein. Donc ça sera un peu du Gremlins, un peu des Goonies, un espèce de truc marrant, slapstick, qui fonctionne pas. Donc oui, le film en lui-même n'a pas, à part pour quelques effets visuels, quelques images comme ça, n'a pas grand intérêt, sinon c'est pas un film réussi, ouais. Tout à fait d'accord. Et ensuite, donc, il y a eu Erotic Ghost Story, mais sur lequel on est déjà passé, il n'y a pas grand chose à ajouter. Donc on va arriver au film le plus culte de Lam Nai Choi, hein, vraiment le film qui fait sa réputation à l'international et qui a vraiment énormément de fans partout dans le monde. Et ce film, c'est encore une adaptation de manga, étant donné qu'il s'agit de Riki-Oh, plus connu sous le titre de Story of Riki, cet incroyable film de bourrin. Et par contre, je dois m'absenter 2 minutes, donc je vous laisse en parler et je reviens. Tu commences, Paul, ou je commence, dis-moi? Je t'en prie, vas-y. Bon, donc Story of Riki, pareil, donc encore une adaptation de manga. Cette fois-ci, c'est un manga de Masahiko Takujo et Tetsuya Saruwatari. Donc, moi qui me fait beaucoup penser... quand on regarde un peu les images et tout, ça me fait quand même pas mal penser à Hokuto no Ken, puisque de toute façon j'ai vu que tu avais écrit des choses sur Hokuto no Ken, donc sujet qui doit te parler, Paul. Oui, exact, ouais. Je suis en train d'écrire un bouquin dessus, c'est ça. Ouais. Voilà, donc puisque quand on regarde, c'est un futur apocalyptique avec un expert en arts martiaux qui recherche donc ici pas sa femme mais son frère.
il a il a une étoile de David dessinée sur le poing. Enfin bon, ça il a 5 impacts de balles sur le torse. Il a 5 impacts de balles sur le torse. Enfin voilà, on est sur quelque chose, sur un air connu, on dira. Alors, le film est délirant. Quand on s'intéresse au manga, il a l'air assez délirant aussi, puisqu'il y a des cyborgs, il y a plein de choses. Bon, voilà, le film est complètement... Alors, celui-là, je l'avais pas vu en entier jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, je l'ai regardé ce matin. Mais j'en avais vu des tonnes de passages. Là, pour le coup... Aurélien m'avait quand même montré énormément de passages. Là, pour le coup, on est totalement dans le délire total. On met les potards à fond sur le gore. Pour le coup, ça porte vraiment bien le nom de splatter movie, ça éclabousse de partout. C'est extrêmement fun puisque là, c'est vraiment une succession d'affrontements plus délirants les uns que les autres. Après, avec moi, ce que j'aime beaucoup dans ce genre de film extrêmement bourrin, extrêmement barbare, c'est à quel point, à chaque fois, pour contrebalancer le côté barbare, le réalisateur va se sentir obligé de faire des scènes sentimentales d'une niaiserie à peu près absolue. Et je trouve que le contraste est toujours incroyable. Enfin, les scènes avec justement Gloria Yip, les scènes avec le petit hélicoptère télécommandé, elles sont incroyables de niaiserie. Et c'est entre deux scènes ultra bourrines. Donc j'adore. Puis bon, il y a évidemment cette scène de suicide en mode Lemming qui est aussi assez incroyable. Après, c'est vraiment l'inventivité de toutes ces scènes de combat qui marquent. Alors là, pour le coup, les effets spéciaux sont vraiment, pour le coup, je trouve problématiques par moment. Notamment la transformation finale du directeur à la fin. Mais c'est contrebalancé par le fait qu'on s'amuse vraiment beaucoup. Alors après tout le côté anxiogène qu'il essaie de mettre sur le Hong Kong de 97, bon évidemment ça reste très superficiel puisque là le but c'est vraiment de faire un splatter movie, un film en fait fun. C'est même triste pour moi de l'avoir vu tout seul, tellement je pense que c'est un film qui doit être vu en groupe en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un film je pense qu'après avoir essayé pas mal de choses, il s'est dit bon moi je vais me lâcher, je vais faire ce que j'ai envie. Et il a envie, on connaît, il a envie toujours de pousser les limites jusqu'où il est capable de les mettre. Et là il s'est dit je vais faire ça. Et puis voilà, il était dans son il était toujours en train de rechercher des histoires de manga et il tombe là-dessus. Alors le manga, c'est un manga qui est en 12 volumes, je crois. C'est un gros truc. C'est quand on regarde Hokuto no Ken, c'est 14 volumes. C'est un gros manga qui est paru en 88, il me semble. Rikyo. En fait, il reprend qu'un arc, il y a qu'un moment du manga c'est un l'arc de la prison là. Donc il va se focus là-dessus parce qu'après il continue, il va chercher les assassins de sa famille. Il sort de prison, il va chercher les assassins de sa famille. Donc il reprend juste un bout du manga. On peut citer, il y a eu deux OVA en 89 et en 90, il me semble, de Satoshi Dezaki, qui sont pas mal à regarder aussi, qui vont un peu plus loin dans l'histoire, mais bon, qui compilent pas non plus tout le manga. Après oui, je pense que là le but c'était de repousser les limites du fun, du gore et aux dépens du reste, parce que je trouve que la réal est quand même assez feignante. Je trouve que au niveau décor, y a rien quoi, c'est vide. Bon, on me dira c'est des murs de prison, mais bon là il y a vraiment rien. Et puis même au niveau, alors elles sont super marrantes les chorégraphies, les scènes d'action parce que c'est too much, parce que c'est n'importe quoi. On tape dans la tête, t'as un œil qui sort, on se pend avec les boyaux de l'autre et tout ça. Donc c'est marrant. Moi aussi je rigole. J'aime beaucoup regarder ce film-là. Je le regarde chaque fois que j'ai envie de rigoler. Objectivement, même au niveau chorégraphie, ils se sont pas foulés. C'est encore Philippe Cope qui est dessus. Pourtant c'est un bon, mais bon il y a pas grand-chose. Et puis tout est fait en dépit de la toute logique. On a Yukari Oshima qui joue un homme, alors qu'on va voir c'est une femme. Ouais, mais ça c'était un peu la grande spécialité à l'époque. Je me demande si ça voulait pas un peu s'inscrire aussi dans tout ce qui se faisait du côté du Wuxiapian où t'avais souvent des personnages masculins joués par des femmes. Bien sûr, ça c'est le personnage androgyne ou ambigu. Ça on en a souvent, mais là je trouve j'ai pas senti cette tension, j'ai juste pas compris en fait. Oui, parce qu'on voit que là on peut pas louper que c'est une femme.
C'est là que ça marche pas, c'est que Yukari Oshima, autant des fois dans certains films hongkongais, ils arrivent à faire peser l'ambiguïté, mais là non, il y a pas d'ambiguïté, ils veulent faire croire que c'est un homme, mais c'est clairement une femme. Et je trouve que tout le monde est en deçà de ses capacités, hein. Bah, Louis Fan Sui Wong, bah, c'est quand même, voilà, je sais pas si les joue bah, c'est Hitman 1 et 2, c'est un gros morceau. Je conseille d'ailleurs, un des derniers films que j'ai vu de lui, un DTV chinois, un des très bons DTV chinois qui est sorti ces dernières années, qui s'appelle The Bravest Escort Group. Voilà, bah, je trouve que même lui, il est en dessous. Je trouve pas qu'ils font grand chose. Alors, c'est très marrant. Mais c'est très marrant, c'est très dingo, c'est très foutraque, j'aime beaucoup ce côté-là, mais je trouve qu'à part ça, Story of Ricky, il n'y a pas grand-chose d'autre. Alors moi j'étais étonné, effectivement, je trouve le film très fun comme toi, complètement dingue, mais j'ai été étonné par l'impression de lourdeur physique dégagée par les combattants quand on regarde le cinéma hongkongais. Généralement c'est plutôt le contraire, il y a toujours une expression de légèreté, presque de danse. Là, t'as presque l'impression de voir des catcheurs, en fait. Tellement ils dégagent à chaque fois une impression de lourdeur. Ouais. C'est très lent, mais justement, c'est vrai que ça contribue c'est un truc qui me plaît vraiment dans le film, parce que c'est vrai que sur Hong Kong, on est habitué à des combats hyper véloces, très 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 rapides, très souples, où t'as vraiment 15 idées chorégraphiques par seconde parce que ça va très 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 vite. Et là, t'as ce côté plus massif, plus lent, comme tu dis, qui insiste sur la lourdeur des corps, et dans lequel effectivement, une patate, ça fracasse une tête littéralement. Donc en fait, l'intérêt du film, il est vraiment, comme vous disiez, vraiment plus sur l'impact des coups, ce que ça produit sur le corps humain que sur la chorégraphie en elle-même. Et sur ça, je trouve qu'il y a une inventivité, une générosité qui est assez dingue. Et puis aussi, j'aime vraiment bien le casting de gueule, dans le sens où, par exemple, pour un truc adapté d'un shonen dans la lignée de Hokuto no Ken, je trouve que le choix de prendre Frankie Chin, c'était le meilleur choix qui soit, parce que c'est vrai que ce type, c'est une espèce d'immense colosse qui semble sortir d'une planche de shonen bourrin, et puis c'est toujours plaisant de le voir, parce que Frankie Chin, c'est le mec qui jouait le rôle de buffle, je crois que c'est ça son nom à la VF de Opération Scorpio, qu'on avait aussi vu dans Full Contact, où il avait un rôle bien fandard aussi, et dans un grand classique du cinéma français des années 90, dans ce gardien. Non, après moi, Story of Ricky, je sais que aussi un des autres trucs que j'apprécie dans le film, et qui pour moi fait que ça a une saveur vraiment particulière, c'est que j'ai rarement vu un film qui est opposé avec une telle naïveté et un tel premier degré ultra violence, mais vraiment vraiment barbare et over the top, et une espèce de naïveté fleur bleue, mais je veux dire, j'aime pas employer le terme, mais qu'on pourrait qualifier de cucu, et tu passes d'une scène à l'autre comme ça, et le grand écart il est constant. Mais j'en parlais tout à l'heure de rupture de ton et de grand écart de ton comme ça dans des films HK et des films de la Night Show, mais là Story of Ricky, ça va tellement loin que je trouve que ça en est sidérant, vraiment, entre cette espèce de mièvrerie et ces accès d'ultra-violence totalement dingues, quoi. Je veux dire, il va à fond dans les deux sens, et je trouve que c'est assez sidérant. Après, effectivement, il y a des passages qui lorgnent vraiment vers le nanar, Je pense par exemple à la scène de la mort de la copine de Ricky, où en fait c'est une mort de lemming, quoi. C'est-à-dire, elle court en ligne droite, puis pof, elle tombe et elle meurt. Je veux dire, ça paraît tout con. Non, mais tu verras quand tu réécouteras ce qu'on a dit avant, quand tu étais absent, tu rigoleras. On avait déjà parlé de suicide de lemming, de suicide en mode lemming. Ok, d'accord, bon. C'est la plus grande des ruptures de temps, elle se fait même instantanément. Moi, j'adore la fin, là où... je l'ai pas revu pour l'occasion, parce que je l'ai déjà vu assez de fois, mais il me semble qu'il arrive avec la tête coupée de je sais pas qui, dans sa main, et puis qui dit, faut arrêter la violence. Oui, du gros Trump final. Voilà, quoi. C'est ça. Et non, c'est un film très marrant, attention, j'aime beaucoup ce film, c'est un film très marrant, mais je trouve que, vu ce qu'il nous a montré avant ça, je pense qu'il aurait pu davantage s'appliquer. Mais je pense qu'à partir de Story of Ricky, de toute façon, je sais pas si vous serez de mon avis, je pense qu'il avait plus envie de s'appliquer, la Night Show. Je dirais même à partir de Erotic Ghost Story, parce que Erotic Ghost Story, c'est un film, je trouve que, oui, certes, en termes de photos, il est assez chiadé, avec vraiment une ambiance façon film de Shu Yuan des années 70, avec ces jeux sur des décors en studio, avec la brume au sol, des décors très contes de fées et tout. Par contre, à côté de ça, Erotic Ghost Story, comme on disait tout à l'heure, c'est un film dans lequel les FX, ils sont lamentables, mais parmi les pires que j'ai pu voir dans un film HK. Et en termes de mise en scène, il y a des moments où tu sens qu'il essaye de faire des trucs,
trucs, mais t'as des moments où c'est vraiment je pose ma caméra, j'en ai plus rien à faire. Donc je pense que c'est peut-être un passage de ce film-là que il perd pas en inventivité, hein, parce que Story of Ricky et The Cat sont des films super inventifs, mais qu'en termes de mise en scène, il lâche un peu de l'est. Il fait moins d'efforts là-dessus, peut-être que parce qu'il se dit que c'est pas sur ça qu'on l'attend. Et puis moi je pense que il sait qu'il va bientôt partir et je pense qu'il sait que ça arrive, qu'on rentre dans les années 90, que il a quelques années à tenir et qu'après il fera plus de films parce qu'après il n'en a plus fait. Et je pense qu'il était déjà en train de préparer son après et qu'il était moins investi, donc il faisait des choses pour lesquelles on l'attendait. Qui allait fonctionner un minimum et donc il poussait le bouchon aussi loin qu'il pouvait sur ce qu'il considérait être l'attente des spectateurs des amateurs de son cinéma qui se projetaient plus quoi. Donc quand en tant qu'artiste on se projette plus, forcément on s'applique moins. Mais on sent malgré tout quand même qui prend du plaisir à faire des choses en fait où c'est le moment ou jamais. C'est-à-dire voilà, c'est une espèce d'explosion d'ultra-violence cartoonesque donc que t'as dans Story of Ricky et tout. Tu sens que malgré tout, il prend quand même plaisir à filmer ça car il se dit de toute façon après 97, on pourra plus faire ça quoi. Enfin, ouais. Mais ça c'est quelque chose en fait de toute façon que il y a une espèce de plaisir transgressif communicatif aux yeux de beaucoup de personnes et c'est normal, font le charme du cinéma de catégorie 3 et là tu le sens clairement. C'est-à-dire que oui voilà, il y a moins d'exigences techniques tout ça mais tu sens quand même un plaisir à transgresser parce que c'est le moment ou jamais. Ouais, ça c'est clair. C'est clair que ça joue aussi, oui. Et tu parlais tout à l'heure de la présence d'une légende japonaise avec Shintaro Katsu. Là, il me semble, si je me trompe pas, que le vieux maître, il est joué par Tetsuro Tamba. Oui, et oui, c'est vrai. Donc là, quand même, hein, pour un rôle d'ailleurs, qui est presque triste de le voir aussi peu, avoir un acteur de cette trempe pour le voir aussi peu. D'ailleurs, les scènes. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ces scènes-là sont les plus réussies visuellement. Oh, d'ailleurs, cette scène, elle est, oui. Dans les scènes totalement ouf et dingues, on a quand même une scène d'entraînement qui est tout simplement ravager des sépultures. Oui, on a quand même une scène où le héros et son maître font de la profanation de sépultures en masse. Ouais. Et ça c'est complètement ouf comme scène. Et en plus, c'est ça. On retrouve ce côté totalement inconséquent par moment sur la morale du cinéma de Lam Naïcha, c'est-à-dire qu'en plus c'est jamais remis en question, alors que c'est pour le coup en plus c'est un tabou universel, hein, la profanation de sépulture. Donc ça c'était j'avais trouvé cette scène assez dingue et assez incroyable. Puis après il y a évidemment tout le côté Ricky qui est le héros totalement pur qui veut lutter pour la justice et qui met à mort dans des souffrances absolument inimaginables ses ennemis et puis qui défend le bon peuple qui se livre à des lynchages absolument atroces. Ça voilà, il y a tout décalage comme ça que je trouve absolument savoureux. Ouais, c'est clair, le film c'est une espèce de grand écart permanent quoi. Mais ensuite donc un an après Story of Ricky, Lam Naïcha livre son dernier film qui pour moi est son chef-d'œuvre. Enfin, objectivement, c'est pas le meilleur, mais c'est mon chouchou. Enfin, je trouve ça vraiment un des films les plus fun et foufou qui soit. Donc, le film en question, c'est The Cat. Si vous avez des choses à dire à propos de The Cat, je vous... The Cat, grand moment de cinéma, c'est clair, moi j'adore. Alors pareil, ouais, au niveau photographie, au niveau mise en scène, on est dans quelque chose de moins chiadé, de moins appliqué que ce qu'on a pu voir avant, mais le film, comme t'as dit, fourmille d'idées. Alors que, c'est encore pareil, là, on quitte les mangas, c'est basé sur les Wisely de Nick Wang, C'est Wisely, c'est pas le Dr. Yuen, c'est le personnage de Wisely qui raconte, alors Wisely, c'est un personnage, voilà, tu l'avais dit tout à l'heure, Jonathan, il y a au moins 150 histoires différentes. 160, ok. Et c'est un espèce de milliardaire qui a investi de l'argent, donc il gagne bien sa vie, il a pas besoin de travailler, donc il en profite pour réduire plein de mystères, dont des mystères surnaturels. Et donc il est dans plein d'aventures, c'est un genre de mi-James Bond, mi-Indiana Jones, et qui là donc va faire la rencontre d'extraterrestres qui veulent rentrer chez eux et qui sont là pour trouver un artefact qui leur servirait à ça, et dont l'un des extraterrestres est un chat noir. En fait, c'est un général très courageux, mais là, il a pris la forme d'un chat noir. Et donc, c'est un film complètement fou, avec un monstre très inspiré du Blob qui était sorti quelques années auparavant, je crois en 88, il me semble, le Blob, si je dis pas de bêtises. Du Blob avec des effets spéciaux
Bon, moi comme je les aime, toujours très kitsch, mais toujours savoureux. Et ce chat donc qui va se battre contre un chien, contre un molosse. Alors séquence culte, hein. Alors là, je pense que tout le monde a déjà vu ça sur YouTube ou quoi, hein, cette séquence où on a ce chien et ce chien noir et ce chat noir qui se battent dans une casse automobile ou dans une décharge, hein, un truc comme ça. Alors qui est complètement folle, qui est faite à base d'animatroniques, de peluches, de vrais animaux, avec des trucs complètement cinglés. Le chat qui l'étrangle le chien avec sa laisse, qui arrive à jouer avec les essuie-glaces d'une voiture pour lui faire mal. Ça fait presque des prises de kung-fu. Mais c'est ça qui est génial, c'est une utilisation du décor en fait dans le combat entre le chat et le chien. On dirait du Jackie Chan mais avec des animaux. Cette scène est fabuleuse. Et mais a coûté la vie à un chat d'ailleurs, hein. Puisqu'il ne terminera pas le film, Lam Night Choi. Lam Night Choi ne terminera pas le film parce que un chat sera mort pendant cette scène-là. Il y a un chat qui sera bouffé par le chien. Un des chats noirs qui jouait donc le chat, le karaté 4 comme ils disent. Et donc Lam Choi qui est le producteur qui est travaillé pourtant depuis longtemps avec Lam Night Choi, hein, qui était quand même quelqu'un proche, on va dire, qui aimait beaucoup les animaux, a pas supporté qu'un chat soit mort, lui a reproché de manquer de sécurité pour les animaux, et donc ça s'est engueulé, il l'a viré du tournage. Et qui traînait par là dans le tournage? Shinji Higuchi qui s'occupait des SFX, mais qui me semble n'est pas crédité nulle part dans le film, et pourtant qui finira de réaliser ce film-là puisqu'il va tourner 2-3 mois sur ce film-là, et il va faire office de réalisateur remplaçant parce que c'était ce qui ressemblait le plus à un réalisateur sur le plateau à ce moment-là. Et donc le film est aussi en partie réalisé par Shinji Higuchi. Alors, j'aimerais bien savoir quelles séquences sont faites par l'un et par l'autre, mais ça je pense qu'on le saura jamais. Donc il a cette particularité-là. Et voilà, c'est un film qui est super. Moi, j'adore Philippe Coq dedans, qui est un espèce d'ersatz de Terminator là quand il sort de la piscine en feu. Voilà, quand c'est une reprise totale du film de James Cameron où on voit le Terminator sortir comme ça des flammes avec son visage complètement cramé et sa coupe à la Schwarzenegger dans Terminator. C'est un film par exemple aussi, je pense, qui a fortement influencé des gens qu'on sait qu'ils aiment, qu'ils apprécient beaucoup le cinéma hongkongais, des gens comme SS Rajamouli. Je pense pas qu'SS Rajamouli aurait pu faire Ega s'il avait pas vu The Cat avant. Et on a vu ça pour beaucoup de choses, hein. On l'a dit, Ringo Lam, je pense qu'il a été influencé. Moi, je pense que Miike a été influencé. Je pense que Rajamouli a été influencé. D'autres, hein, comme on a dit, le courant érotico wuxia a été influencé. Je veux dire quand même, pour un tâcheron le plus nul de Hong Kong, je trouve que ce tâcheron le plus nul de Hong Kong a quand même influencé un bon paquet de personnes et pas des moindres. Oui, tout à fait. Après, tu parlais des séquences avec Philippe Kwok dans The Cat. Je trouve que vraiment, c'est bon. J'adore bien sûr les scènes avec le chat là, qui sont magiques et qui effectivement c'est clairement du même Internet avant l'heure. Ce truc, t'entends, il y a un potentiel culte dans énormément d'apparitions du chat. Je pense par exemple à ces plans de chats qui flottent sur un fond étoilé. C'est vraiment. Mon Dieu, oui. T'as des trucs comme ça. Mais sinon, après, j'aime beaucoup les séquences avec Philippe Kwok, donc notamment la séquence Terminator dont tu parles, mais aussi la scène où lui et ses hommes sont attaqués par le blob, que je trouve vraiment très très efficace du coup. Et pareil aussi, il y a une scène que j'aime bien dans le film et que je trouve qui montre quand même que Lam Night Choi en a encore sous le pied côté réalisation, parce que c'est pas facile à obtenir, je trouve, comme résultat. C'est cette séquence de gunfight dans 5-6 mètres carrés, pas plus, où t'as quand même un certain nombre de personnages qui échangent des coups de feu pendant 2-3 minutes et je trouve qu'elle est plutôt efficace, plutôt bien découpée. Exact, ouais, c'est vrai. Et oui, bon, après pour moi c'est vraiment la scène dont tu parles là, le gunfight dans les 5 mètres carrés, c'est une des seules scènes où quand même j'ai trouvé qu'il y avait une efficacité. Là, pour le coup, je trouve que esthétiquement, sur la photo, c'est là où on sent qu'il est en train de lâcher l'affaire. C'est le festival des faux raccords photo, hein, le film. C'est assez une catastrophe. Ouais, les raccords lumière, base de surexposé, les raccords lumière, c'est une catastrophe, surtout pour un mec qui a cette information. Donc on sent, après, voilà, le film, il y a plein de trucs qui sont complètement dingues, ne serait-ce effectivement cette fameuse scène
Kung-Fu avec le chien. D'ailleurs, je pense que le chien, le Moloss, ça devait être le chien de Lam Nai Choi, puisqu'il apparaît aussi dans Story of Ricky où il se fait couper en deux. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai, j'ai Ouais. fait attention. Et ben bon, c'est parce que je les ai vus à la suite que ça m'a sauté aux yeux. Mais oui, la fin, l'incrustation avec le chat qui part dans les étoiles avec la belle fille, on a l'impression qu'il pédale dans la semoule, c'est priceless. Mais je trouve Voilà, qu'il y a des moments avec Gloria Yip et son chat comme ça qui sont des passages en fait où ok c'est mal foutu mais t'aurais presque un côté presque brut, presque poésie naïve en fait. Oui, assez complètement. touchant, dans ces Moi j'adore ça. notamment la scène au début où on les voit. Oui. Ouais, je disais, ça me fait, c'est comme Highlander 2. J'aime ce film juste pour la scène de fin là où on les voit dans le ciel, pareil là. Voilà, on retrouve ça. Bon, il y a des choses, bon, avec le père. Alors oui, aussi, ce qui est rigolo, alors c'est pas voulu, mais bon, que Wisely soit joué par un acteur qui s'appelle Wisely, je trouve que c'était rigolo aussi d'ailleurs. Voilà, le film, encore une fois, le film est fun. Alors par contre, scénaristiquement, ça, c'est, moi, pour le coup, il m'a fallu quand même. Des fois, je comprenais pas ce qu'il voulait, ce qu'il faisait. Et j'avais l'impression que Lam Nai Choi comprenait pas non plus exactement ce qui se passait. Hein. Scénaristiquement, ça n'a plus aucun sens. Mais c'est une suite de scènes. C'est une suite de scènes complètement out of this world. Et tu viens voir le film en te disant, je vais voir un truc que j'ai jamais vu, je vais voir un ovni total. Et tu as un ovni total avec des scènes, les gars, ils se posent aucune limite, ils y vont. Alors par contre, le Blob, moi j'étais un peu déçu quand même, vu certains gloomouts qu'on pouvait avoir, j'étais un peu plus déçu. Je trouve qu'il a moins d'âge. Ah, moi je trouve que la scène dont parlait Aurélien là, où Philippe Coq et ses hommes se font malmener, se font engloutir par le Blob, elle est quand même plutôt pas mal, elle est bien foutue, hein. Moi, je trouve. Oui, non, la scène est bien foutue, mais c'est vraiment moi le design du monstre j'ai été moins. Peut-être parce que après avoir vu Peacock King et Seven Curse, j'attendais un truc plus impactant, mais voilà, là c'est vraiment pour chipoter. Parce que oui, effectivement, la scène où ils se font avoir, ou même quand il apparaît avec le clochard derrière la vitre et qu'il tue les gardiens, c'est quand même c'est dingue comme scène avec des effets gore un peu crasse-pex et qui sont bien sympas. Un peu influencé par Alien aussi là, quand ils sont comme ça là, complètement emprisonnés par ce mixture là. On a dit tue-moi, tu sais, c'était un peu comme dans Alien quoi. Exactement. Oui, clairement. Après sinon le film est aussi important parce qu'en fait il tire sa révérence et qu'il le dit tout le long, hein. Pas combien il y a d'allusions à 1997 dans ce film, mais il y en a au moins 4 ou 5. Ah oui, clairement. Explicitement là cette fois-ci, c'est-à-dire explicitement il dit je sais plus, un moment l'autre elle lui dit Napoléon dormait que 4 heures par nuit, tu vas faire comme lui. Et puis il lui dit, je sais plus comment, mais il dit genre, il dormirait encore moins s'il savait que 1997 arrive. Enfin, il y a plein de fois où ils disent des choses comme ça. Hong Kong c'est bien, mais il va y avoir 97 bientôt, on pourra plus faire ci. Et puis finalement le film c'est quoi? C'est des Hongkongais qui sont ça se retrouve dans pas mal de ces films, hein, des Hongkongais qui sont face à un mal qui les menace et qui va venir pourrir leur vie. C'est une métaphore complète totale de la rétrocession. Je pense que ce film montre à quel point il en avait une peur bleue de passage de flambeau de l'Angleterre à la Chine continentale. Hein. Oui, mais en plus il faut aussi remettre, donc lui il a cette peur, mais en plus c'est adapté d'une œuvre de Nick Wang qui a une influence aussi sur lui. Et Nick Wang, c'est un homme qui pour le coup est né en Chine continentale, qui a été embrigadé dans le parti, dans toutes les activités de jeunesse et autres, qui a fui la dictature au moment qui a fui la dictature vers les années 50, au moment du grand bond en avant et autres, et qui était viscéralement anticommuniste, anti-maoïste, et qui, je pense, a communiqué un peu aussi cette vision extrêmement pessimiste de la rétrocession, puisque Nick Wang, dans son histoire personnelle, avait fui la Chine communiste. Peut-être, j'étais pas au courant des détails de la biographie de Nick Wang, mais oui, maintenant que tu le dis, ça doit être sûrement aussi, ça doit être lié, bien entendu. Voilà, c'est lié. Bon, ça n'empêche derrière le côté plus politique, ça n'empêche pas aussi d'avoir d'autres scènes. Il y a cette scène érotique totalement, je sais pas quoi en dire, la scène de la fille qui est en sueur, mais pourquoi tout ça sort? Où on voit un peu les fantasmes
de la Night Choi. Bon, ben, chacun ses fantasmes, hein. Ou Shinji Gushi, on saura jamais. Ouais. On saura jamais. Alors, c'est marrant que, pareil, on parlait de grand écart. Quand tu penses, donc Shinji Higuchi a terminé un peu par rapport à The Cat, quand tu penses qu'il avait fait à peu près le même travail où il avait meublé les scènes, il avait meublé dans Nadia et le secret de l'eau bleue quand Hideaki Anno avait fait sa pause créatrice. Hein, il y a 10 épisodes de Nadia et le secret de l'eau bleue qui sont faits par Higuchi parce que Anno avait laissé tomber un peu l'affaire avant de revenir pour le final. Là aussi, en termes de grand écart, avoir comblé les trous pour Nadia et avoir comblé les trous pour The Cat, c'est quand même un sacré grand écart. Ce qui est quand même fou, c'est qu'il est crédité ni aux effets spéciaux, ni à la réal, nulle part. Son nom n'apparaît nulle part. Hein. Ouais, ça c'est dingue. Peut-être qu'il voulait pas. Mais ouais, sinon tu disais oui que la scène avec la transpiration, t'étais là, mais quoi, pourquoi? Enfin moi c'est pour ça que j'adore ce film. C'est vraiment le film où constamment ce que tu vois ça n'a aucun sens, mais c'est toujours très très surprenant et ça va tellement loin que ça en devient magique, vraiment enthousiasmant. Enfin je veux dire voilà, c'est vraiment à l'image de la carrière de Lam Nae Choi mais en version plus quoi, ce côté on va vous proposer des choses que vous n'avez jamais vues, donc genre les combats ultra gore à la Hokuto no Ken Rikyo ou un peu tout The Cat, etc. Enfin c'est pour ça qu'on l'aime et ça d'une certaine façon, même si le film est moins tenu, moins maîtrisé entre guillemets que ce qu'il a pu faire auparavant, je trouve que c'est vraiment un beau baroud d'honneur parce que c'est du pur concentré de Lam Nae Choi quoi ce film. Ouais c'est clair, c'est sûr. Et c'est celui d'ailleurs qui est peut-être avec Story of Ricky, hein, mais c'est les deux. The Cat et Story of Ricky, je pense que c'est les deux les plus célèbres du réal. Hein. C'est ceux-là que les gens connaissent. C'est ceux qui sont restés. Et Seven Curse aussi. Je disais ouais, ces deux-là et Seven Curse, j'ai l'impression qu'il y a aussi droit à une réédition embourrée je pense un peu 88 films ou Eureka. Ouais, mais bon là, il y a des rééditions peut-être, mais je pense un peu moins. Je veux dire, tout le monde a déjà vu, même des gens qui s'intéressent pas au cinéma hongkongais ou même au cinéma. Tout le monde a déjà vu sur YouTube une scène de Rikyo où le chat qui se bat contre le chien, même s'ils savent pas d'où ça vient. Ouais, c'est pas faux, c'est vrai que comme on disait, le film c'est une usine à mème quoi. Oui, ouais, effectivement. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec Paul. Moi, pour beaucoup aller des fois sur Internet, regarder des trucs, tu sais, sur des listes de films faits beaucoup par des Américains ou autres. Seven Curse, je vais la retrouver sur des gars qui connaissent le cinéma hongkongais vraiment, alors que The Cat et Rikyo, même des gars qui n'ont pas l'air de plus s'intéresser que ça au cinéma hongkongais, ils vont les connaître, ils vont les citer. Je pense que c'est clairement les deux qui sont entre guillemets connus par un public plus large en fait. Là où Seven Curse, il s'adresse quand même un peu plus déjà à un public qui s'intéresse à la base au cinéma hongkongais. Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon de la filmographie de ce très chouette réalisateur qui est Lam Nae Choi. Faire comme d'habitude, donc avec chacun une petite recommandation personnelle. Bon, bah du coup, ça sera peut-être pas un film de Lam Nae Choi étant donné qu'on les a tous passés en revue, mais dans le style du Bisashka ou un film qui vous évoque le cinéma de Lam Nae Choi ou un truc comme ça. Voilà, une petite parenthèse de fin d'épisode. Donc voilà, bah, je vous laisse commencer si vous avez des idées, de conseils. Je vais conseiller une petite bisserie HK que j'adore, qui s'appelle The Magic Crane, qui est une production workshop, un film de Benny Chan. Et alors qu'il y a un wuxia fantaisiste complètement cinglé, avec des effets spéciaux que tout le monde dirait désastreux et foirés et kitsch, que j'adore. Et où on voit pareil que Choi Ark à la production et Benny Chan qui s'est rarement d'ailleurs taqué à ce genre font un film bien loufoque, bien fou, sans limite, complètement naïf ou faussement naïf, mais qui rappelle à quel point ce cinéma, à quel point Lam Nae Choi est aussi représentatif de ce cinéma-là. Voilà, donc The Magic Crane, moi, je recommanderais. Bah, très 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 chouette recommandation. C'est vraiment un film tout à fait plaisant. En plus, avec un chouette casting, puisque si je me souviens bien, ça fait longtemps que je l'ai vu. C'est Tony Leung Chiu-wai et il a regretté Anita Mui dans les rôles principaux. C'est ça. Et les deux, quand d'habitude, débordent de charisme. Ouais. Ah ouais, non, c'est fou. Et puis il y a quand même un super oiseau. C'est un super oiseau. Oui, la cigogne en peluche, elle est trop chou. qui aurait certainement plu à la Lam Nae Choi. Oui. Oui, c'est très chouette. Et toi, John, t'as une idée de recommandation?
Ah ben moi c'est le film dont j'ai déjà parlé. Je pense que dans le genre film bis dingue, mais vraiment à voir, c'est donc The Boxer's Omen, quoi, qui est alors c'est évidemment plus tenu que les films de Nam Nae Choi, mais on est dans un domaine, c'est totalement bis, c'est totalement dingue, on peut pas deviner ce qu'on va regarder d'une minute à l'autre, et voilà, je pense c'est un film absolument à voir, et qui en plus étonnant, puisque ça reste un film Shaw Brothers, et tu retrouves des outrances que tu auras quelques années plus tard dans le cinéma HK, quoi. Voilà, vraiment, il faut regarder The Boxer's Omen. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment la grosse pépite de toute cette vague de films de magie noire, Shaw Brothers, qu'il y avait eu à la fin des années 70, début 80. S'il faut en voir un, c'est celui-ci, ouais. Et moi, de mon côté, alors, je vais recommander, donc, pas un film hongkongais, mais un film indonésien, parce que, en fait, le cinéma indonésien du début des années 80, me fait un peu penser sur certains aspects à ce que peut faire, Lam Nae Choi. Donc, j'ai parlé, donc, d'une production Rapifilm du début des années 80, réalisé par Sisworo Gautama Putra. Donc excusez-moi pour la prononciation. Hein. Donc le film en question se nomme The Warrior ou Jaka Sembung, donc qui est le nom du personnage principal. Alors en fait, grosso modo, Jaka Sembung ou The Warrior, c'est un film de baston heroic fantasy, donc avec tout plein de magie noire, qui raconte la lutte entre donc Jaka Sembung, qui est une sorte de martyr super-héros, qui est joué par Barry Prima, donc qui est la superstar locale du film de baston old school, et donc ça raconte donc sa confrontation contre de vils colons néerlandais, donc qui sont joués par des Indonésiens très cabotins déguisés en colons néerlandais. Et le film, je trouve ça vraiment très très plaisant et rafraîchissant, car voilà, on est dans tout comme The Seven Curse ou Peacock King et tout ça de Lam Nae Choi. C'est un film qui propose un pur pulp d'aventure. Tendance bien gorasse quand même, parce qu'il y a des scènes de torture qu'on n'aurait pas renié Mel Gibson. D'ailleurs, il y a toute une dimension christique basée vraiment sur la souffrance, qui peut faire penser au cinéma de Mel Gibson, toute proportion gardée. Donc je disais voilà, donc on est dans une sorte de grosse BD de pulp qui est totalement assumée et ultra généreux. Enfin, il y a des idées vraiment complètement folles dedans, tout comme chez Lam Nae Choi. Et tout comme chez Lam Nae Choi, il y a aussi un côté très brut, assez rudimentaire. Là, ici, ce côté brut rudimentaire, on le retrouve dans les chorégraphies, dans les FX, enfin dans pas mal de domaines en fait. Ça fait que le film peut être perçu comme un nanar, mais personnellement, j'aurais tendance à penser que le film il réussit malgré tout ce qu'il entreprend, et que même ce côté mal dégrossi entre guillemets participe à son parfum de vieux pulp imprimé sur du papier de mauvaise qualité. Enfin, c'est quelque chose de très plaisant, et même si le film est ultra basique et bourrin, c'est un film qui véhicule des archétypes qui sont très forts et évocateurs, à un tel point en fait que Jaka Sembung c'est un film on ne peut plus emblématique en Indonésie. C'est probablement, selon ce que j'ai pu entendre, le film le plus populaire dans son pays d'origine. C'est vraiment le classique populaire indonésien. Et ça peut se comprendre, comme je dis, parce qu'il y a vraiment voilà un côté assez universel, des archétypes forts qui font que ça fonctionne très bien. Et puis bon, c'est un film avec de la magie noire musulmane, donc à base de transformation en cochon, etc. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, et c'est vraiment très chouette. Voilà, Jaka Sembung. Après, c'est quelques recommandations. Nous allons terminer l'émission, donc comme d'habitude, avec un extrait de bande originale. Alors là, je dois avouer qu'autour de Lam Nae Choi, ça a été difficile de trouver quelque chose de vraiment concluant. Donc parce que enfin les bandes originales c'est vraiment pas le point fort de son film. Donc après une petite recherche, j'ai vu qu'on avait le thème principal de Story of Freaky sous le coude. Donc on va utiliser cette musique pour terminer l'émission. Donc voilà, je dis merci de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission, et regardez voilà tout plein de films hongkongais foufou, c'est le bien. À bientôt tout le monde, et puis à bientôt Paul, et à bientôt Jonathan. À bientôt à tous. Bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.